Alors, je vais savoir avec vous pour un dernier week-end de la saison 8. Je dis dernier week-end parce qu'il va y avoir 2 épisodes. Oui, je me sens généreux, mais surtout l'actualité l'actualité m'a bousculé. Je pensais faire ça de façon relativement pépère, tout en étant en session d'été, plus le petit loup, le bébé qui arrive. Et là, bang, arrivent les révélations de Montréal-Nord par rapport aux services policiers. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, on va tout expliquer ça en début d'intro, mais c'est un prof à l'école de criminologie qui connaît très très bien le milieu policier, qui travaille sur le racisme. On s'était déjà écrit. Puis là, c'était le temps qu'on se rencontre. Alors, je suis allé chez lui, j'ai amené mes micros et ça va vous donner, vous allez voir, une discussion complètement, incroyablement pertinente, je pense. Moi qui a changé énormément de choses. Connaissance plus fine des services policiers, de comment ils fonctionnent, avec de la nuance. Mais on va quand même appeler un chat et dire ce qui se passe et pourquoi ça se passe et quelles sont les stratégies narratives, discursives et bon. Et le professeur Mulon, qui va se présenter tout à l'heure, ben, il connaît bien les services policiers parce qu'il a travaillé, il travaille toujours avec eux. Bien que son statut a changé aux yeux des forces policières, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je dois dire par contre que l'épisode était enregistré avant la tentative d'actes terroristes incel. Puis contrairement à ce que Pat Lagacé disait, ça n'a absolument rien à voir avec le marxisme. C'est un attentat contre les femmes d'extrême droite. Et ça m'a fait penser beaucoup à l'autrice Anne Vorsheim Westreim qui était venue nous parler de son essai Incel, du clic à l'attentat. En début de saison, d'ailleurs, j'ai republié les liens d'écoute sur Blue Sky, entre autres. Mais donc, l'enregistrement avec le professeur Méloney n'a pas été, a été fait avant. Cela dit, je trouve qu'au début, j'étais comme, bon, là, c'est bizarre de faire la police sans inclure ça. Mais en même temps, ça ne remet pas en question ce qui est dit. Au contraire, parce que là, on sent que avec la triste nouvelle de ce policier qui est décédé en devoir, ben, il va y avoir toute une stratégie discursive, narrative en fait, pour héroïser la profession. Je dis pas que c'est mal, mais même Lagacé, dans sa chronique le lendemain, a tout de suite... le lendemain de sa chronique sur le supposé incel marxiste, il est allé avec ce titre héroïsme. Mais bon, ça fait partie aussi de ses stratégies. Puis il faut comprendre que les journalistes vedettes ont leurs amis dans la police qui les nourrissent d'informations. Alors jamais qu'ils vont les critiquer de front. Je peux vous le dire pour avoir vécu ça de mes yeux vus avec une ancienne journaliste avec qui j'ai partagé un court moment d'une vie, mais quand même plusieurs mois, et c'est assez fascinant de voir ce balai, en fait, entre journalisme et service policier. Donc, je ne m'attendais pas à une critique frontale. Heureusement, les profs d'université certains ont cette latitude-là, dont le professeur Milon. Alors voilà, c'est ce que je vous propose comme premier épisode du week-end, parce qu'il va y en avoir 2 que je mets en ligne avant de terminer cette saison 8. Donc, on commence avec celui-ci. Voilà, bonne écoute. On se retrouve à la fin parce que j'ai une chanson qui est restée en tête tout au long du montage de cet épisode-là. Puis ça sera un succès souvenir tout à fait d'actualité. Alors voilà, bonne écoute. Donc, mon nom c'est Massimiliano Milone et je suis professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Puis là, j'ai vérifié... on s'est écrit la première fois, en fait, vous m'avez écrit la première fois en juin 2023, donc ça fait presque 3 ans, pour me suggérer, en fait, vous étiez auditeur de la balado et vous vouliez collaborer pour, à l'époque, il y avait une espèce de panique morale autour de l'utilisation des armes à feu. Et vous étiez en Suisse, donc ça n'avait pas fonctionné là, parce que je faisais plus d'épisodes en ligne. Mais là, on s'est réécrit, et là, on s'est même parlé au téléphone. Et là, avec tout ce qui se passe avec le SPVM à Montréal-Nord, je me suis dit que c'était le temps de vous inviter et d'entendre ce que vous avez à dire, parce que c'est vraiment intéressant, cette réflexion-là. Puis, on a ce luxe-là à la balado de prendre notre temps, de ne pas réagir à chaud, bien que là, on est dedans. C'est encore... et les points que vous m'avez proposés de réflexion sont vraiment intéressants. Puis, et vous écoutez la balado aussi, vous êtes auditeur de la balado, ça aide aussi. Je pense que vous comprenez aussi dans quel médium vous vous trouvez. Comment on peut commencer pour parler de ça? Parce que ça tombe pas du ciel.
Quoique, on écoute les médias, on écoute les élus, puis on a l'impression que, mon Dieu, comment ça que tout ça arrive? Oh oui, c'était une surprise. C'est une très grande surprise, mais ça reste quand même un événement relativement particulier, Oui. Ne serait-ce que parce qu'il est connu. Donc, Ouais, c'est vrai. parce que le fait que, je veux dire, statistiquement, si on regarde historiquement des scandales de ce type-là, Ouais. même si on ne connaît pas encore tous les Non, détails, là, non. ça n'arrive pas chaque année. Ok. Donc, à ce niveau-là, il y a déjà quelque chose de nouveau là-dessus. Mais attendez, ça arrive pas chaque année, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça sort pas? Ça sort. Non, on n'entend pas. Enfin, moi, je travaille là-dessus depuis pas mal d'années. Oui, c'est votre champ d'expertise. Là, non, mais je serais au courant. Si j'étais passé à côté, je pense que je me sentirais coupable ou je réévaluerais les priorités de mes recherches, je pense. Mais non, en fait, c'est ça. Donc, le fait que ça sorte, la manière dont c'est sorti aussi. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, la manière? Mais c'est-à-dire que c'est pas un scandale qui est filmé par des citoyens et puis des vidéos apparaissent, des journalistes mettent la main sur des preuves visuelles qui roulent sur les réseaux sociaux. Et puis là, là on commence, on est en mode gestion d'urgence, panique, etc. Alors que là, c'est une conférence de presse de la direction du SPVM. Donc c'est des dénonciations internes. Alors ça, c'est pas que c'est nouveau des dénonciations internes, mais que des dénonciations internes donnent lieu à une conférence de presse publique. Ça, c'est pas très fréquent. Et donc, ce qui nous permet de sous-entendre, alors évidemment, on peut le lire de plein de manières. On peut dire, Fadi Daguerre, il est différent des autres parce que lui, il prend les choses au sérieux. Oui, ça fait 30 ans, hein, c'est sa cause depuis 30 ans, c'est ce qu'il a dit. Oui, je sais. Mais pour de vrai, quand on le voit dans ce qu'il a souvent été interviewé par... Ça fait aussi 30 ans qu'il est dans les médias. Oui. Et il est toujours présenté comme le plus talentueux. Le plus progressiste, etc. De sa génération, puis bon... Ce qu'on ne remet pas en cause, là, ça veut dire. Mais je pense que moi, pour en avoir côtoyé un grand nombre, alors moi je ne le connais pas personnellement, dans le sens que j'ai pas de... il est quand même relativement différent d'un certain nombre de cadres supérieurs de la police sûrement. Que j'ai pu côtoyer, et puis qui ressemblent plus à des cadres supérieurs de la police, on va dire, dans l'image qu'on peut s'en faire, etc. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Non, ça c'est compliqué, mais déjà c'est juste le chef de la police. Je veux dire, c'est juste le chef en fait. Donc c'est pas dans la police, c'est pas assez. Donc vous avez côtoyé les services policiers dans le cadre de vos travaux. Oui, alors ça fait très longtemps que je côtoie les services policiers parce que dès mon doctorat que j'ai fait ici, dans les années 2000, moi j'ai travaillé sur des projets de recherche avec la police. Alors pas sur le profilage racial ou sur les questions de discrimination, mais en fait l'école de criminologie de l'Université de Montréal, on a une certaine proximité avec les services de police, on a un certain nombre de professeurs qui travaillent sur des questions de police. J'avais fait d'ailleurs un segment avec un de vos collègues sur les caméras corporelles. Ah, ok. Il y a plusieurs années. D'accord. Okay. Et effectivement, c'est donc souvent on est appelé en fait ou à travailler sur des projets. Ils ont un programme, par exemple, les caméras corporelles. Ils font un projet pilote, puis ils vont aller chercher de l'expertise à l'extérieur pour faire de l'évaluation. Donc il y a plein de choses. Et on a plein d'étudiants qui font des stages. Donc on a une certaine proximité. Et donc moi, ça fait très longtemps que je travaille en collaboration avec la police. Et puis en mars 2017, là je reçois un courriel de l'ancienne directrice de la recherche là-bas et qui me dit on a un projet de recherche sur le profilage racial. Est-ce que tu serais intéressé ? Et donc c'est là que je commence à travailler sur les questions de discrimination raciale, de profilage racial dans la police, avec d'abord le SPVM. Donc on fait un premier rapport en 2019 avec mes collègues Victor Harmony, Maria Massaoui. Puis là on sort le rapport fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'il dit en gros le rapport ? En gros, nous on s'intéresse... en 2019. On est en 2019. En gros, le rapport, il explique que lorsque vous êtes un citoyen noir, autochtone et dans une moindre mesure arabe à Montréal, vous avez plus de risques de vous faire interpeller que si vous êtes blanc. Donc, de 4 à 5 fois quand vous êtes noir ou arabe, ou autochtone, pardon. 2 fois quand vous êtes 2 fois plus quand vous êtes arabe.
Et donc, ça, c'est ce que ça nous dit. Ouais. Ça dit plein d'autres choses. Oui. Le rapport est long, mais c'est ce qui sort dans les médias. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les headlines qui disent les Noirs, les Autochtones ont 4 à 5 fois plus de risques de se faire interpeller que les Blancs. Ouais. Le directeur de l'époque, Sylvain Caron, accueille avec humilité, je reprends ces termes, c'est pas mon appréciation de son accueil, parce que je ne permettrai pas, mais il accueille avec humilité les résultats, les recommandations, et en fait, il nous réengage. Tout de suite, en fait, dès la conférence de presse, nous on ne savait même pas, en fait, la conférence de presse, on était assez stressés parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'il allait dire. Ah ouais. Il n'allait pas dire, genre, on pense que la recherche elle est toute pourrie. Donc nous, on était un peu en train de se dire... Et puis là, il annonce ça. Il y a notre collègue Victor qui est assis à côté de lui sur le stage devant tous les journalistes et il se dit, on ne sait pas ce qu'il y a. Et là, il annonce qu'il va nous réengager. Donc, il nous réengage. On fait un deuxième rapport. Entre-temps, on est aussi engagé par la police de Repentigny. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de couverture médiatique sur des enjeux de discrimination raciale là-bas. Et donc, on refait le même rapport à Repentigny qui sort en 2021. On fait un deuxième rapport pour l'SPV en 2023. Quand ils viennent vous chercher, quand ils veulent collaborer avec vous, est-ce que c'est sur ordre du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique? Est-ce que ça vient d'eux parce qu'ils sont très, très soucieux de ça, ça les inquiète, puis ils se disent, mon Dieu, il faut régler ça? Excusez-moi. Non. Ça vient... Non, en fait, c'est assez intéressant parce que justement, moi qui ai une longue expérience de collaboration avec la police, c'est la première fois que je me retrouvais à travailler sur un projet qui les intéresse pas, en fait. Enfin... qui les intéressent pas, c'est-à-dire qu'ils veulent pas le faire. Parce qu'à première vue, c'est pas juste la police, mais lorsque vous travaillez en collaboration avec des institutions, avec la protection de la jeunesse, n'importe quoi, c'est que les services correctionnels, vous devez avoir... les services correctionnels ou toutes les institutions font pas de la recherche pour la beauté de la recherche, parce qu'ils sont curieux d'apprendre. Il y a juste une université qui font ça. Oui, c'est ça. Donc, et encore. Non, mais forcément, il y a une volonté, en fait, il y a un intérêt pour eux. Donc, chaque ça, c'est un donnant-donnant. Oui. Vous voulez évaluer vos caméras chorales, ok, nous, après, on peut utiliser les données pour faire des publications. Donc, on est dans un rapport un peu donnant-donnant comme ça. Dans ce cas très précis, en fait, c'est 2 commissions de la ville de Montréal qui vont forcer en fait le service de police de la ville de Montréal à ouvrir ces données d'interpellation à des chercheurs indépendants. C'est ça qui est demandé. Ça, c'est parce qu'il y a des années et des années de travail de groupes militants communautaires qui mettent beaucoup de pression, aussi d'organismes comme la Commission des droits de la personne et tout, la Ligue des droits et libertés. Ça fait des années qu'ils mettent de la pression, en fait, pour dire il y a un problème de discrimination, il faut que la police de Montréal donne accès à ces données pour identifier ça. Et donc nous, on est engagés. Pour moi, c'est la première recherche que je fais où la police, elle est en train de se dire non, on n'a rien à gagner là-dedans. Ok. Sauf si évidemment les résultats seraient il n'y en a pas. Mais ils sont pas cons. Mais oui, ils sont pas fous. Ils savent très bien que c'est. Et ça, en fait, ils savent que c'est un problème. Oui, puis ici, mais je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des disparités, donc des disproportions, parce que c'est ça on évalue des disproportions. Donc en fait, on regarde si les proportions de chaque groupe racisé dans la pratique qu'on étudie, dans ce cas l'interpellation, et correspond en fait à la distribution des différents groupes dans la population générale. Et puis quand on dit un noir a 4 fois plus de risques de se faire interpeller, c'est qu'en gros, dans les interpellations policières à Montréal entre 2014 et 2017, une interpellation sur 4 touche une personne noire. Mais en fait, une personne à cette époque-là, la population noire de Montréal, c'est 9,5% de la population. Donc on voit une disproportion qui nous dit ils sont largement plus souvent interpellés par rapport au poids démographique, à leur poids démographique. Et ça, ils s'y attendaient en fait. Sauf que quand on arrive avec les premiers résultats, parce qu'on fait beaucoup, c'est eux qui nous donnent les données, les données sont très sensibles, donc il faut qu'ils créent des bases dénominalisées parce qu'il y a des informations auxquelles on ne peut pas accéder. Et d'abord, on étudie uniquement l'année 2017. Et quand on arrive avec les résultats de 2017, on voit qu'ils sont un peu,
c'est plus gros que ce qu'ils croyaient. Ah ouais, ok, là, ils sont comme, ça va pas être bien. C'est eux qui ont fourni les chiffres. Alors, c'est leurs données. Il n'y a pas de manipulation. C'est ça qui fait la force. Alors, c'est vraiment pas juste à Montréal que ça se passe, ni au Québec. On voit une tendance dans tout le Canada d'autorités municipales qui forcent leurs services de police à ouvrir leurs données. Ça s'est fait à Halifax, Toronto, Ottawa, Edmonton, Vancouver, etc. Et donc, c'est un mouvement de plus de fond. Ouais. Et effectivement, la grande force de c'est pas qu'on trouve des résultats si différents que ce que la science disait qu'il y a un problème de discrimination raciale avant, ça on le savait en fait. Mais par contre, il y avait un déni qui était très fort. C'est-à-dire qu'on disait, ben non, c'est pas parce que tu as interrogé des gens dans la rue, c'est pas parce que tu as fait un sondage auprès de la population, c'est pas des preuves. Tandis que là, c'est des données qui sont pas manipulées par des chercheurs. C'est-à-dire que c'est leurs données de leur pratique. C'est eux qui font ça. Moi, je les invente pas, ces interpellations-là. Je suis pas en train de les... Et donc, c'est ça, que ça sort comme ça. On voit qu'il y a un moment, c'est assez intéressant, parce que dans ce premier mandat, qui s'est très bien passé avec eux d'ailleurs, on voit que pendant un moment, ils cherchent à challenger en fait, l'interprétation qu'on peut faire des disparités qu'on observe. Puis là, ils essaient de nous expliquer, est-ce que ça pourrait pas s'expliquer par tel truc, par telle autre chose, pour essayer en fait de se préparer à se défendre face à ça. Et je me rappelle de ce moment où ils se rendent compte qu'ils vont pas y échapper, où ils se rendent compte que on n'aura pas d'excuses. Ça va être difficile, il va falloir affronter la vague. Et c'est ce moment-là où tout d'un coup, il y a les gens des coms qui sont arrivés dans nos réunions de travail parce qu'ils commencent à se préparer. OK, comment on va faire ça en termes de relations publiques? Il n'y a rien de pire que les gens des coms. Ils n'étaient pas méchants avec nous, mais disons que... Non, mais bon. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion-là, j'aimerais ça qu'on différencie c'est quoi une interpellation. C'est quoi une arrestation, une interaction, interception routière. On le sait un peu, mais interpellation, ça circule dans les médias, puis je suis pas certain qu'on comprend exactement ce que ça veut dire sur le terrain. Ouais, tout à fait. Je pense qu'en plus, ça circule de manière... je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent de plein de manières différentes. Mais dans comment nous, on l'utilise, et surtout comment les policiers l'utilisent, en fait. Ouais. Une interpellation, c'est une intervention policière dans laquelle on n'a pas détecté d'infraction en amont. Donc, en fait, le policier, il n'a aucun droit pouvoir d'exiger par exemple à la personne de s'identifier, contrairement à si tu commets une infraction et que le policier vient te voir et puis qu'il te demande de t'identifier, t'as pas le choix de t'identifier en fait. Tu peux dire non, mais tu vas te faire arrêter pour entrave. Donc ça veut dire qu'on est... Parce qu'il y a aussi cette rumeur qui circule qu'on est obligé d'avoir des papiers d'identité en permanence quand on se promène à Montréal, sur soi. Alors ça, je ne veux pas dire de bêtises. On m'a dit que c'est pas vrai. Alors, c'est justement parce que... En tout cas, pas dans une interpellation. Si tu n'as rien commis comme infraction, puis un policier vient te poser une question, genre qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous, tu peux dire, est-ce que si tu demandes, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, la personne dit non, tu t'en vas. Okay. Ça, les gens... Si le policier peut pas te dire, vous avez fait ça, ça enfreint... Il peut t'as pas à traverser la route au feu rouge, là, t'as pas... T'as pas acheté quelque chose par terre, t'as pas... Non. Okay. Donc en gros, ça c'est une interpellation, en fait, puis c'est l'interpellation qu'on appelle aussi des contrôles de routine. Ça sert en fait, ce qui est important aussi, donc il y a c'est la première caractéristique, il n'y a pas d'infraction en amont. Ouais. Ça n'empêche pas des fois d'en détecter une pendant que tu fais l'interpellation, mais il n'y en a pas vu en amont. Ouais. Deuxièmement, c'est que le but de l'interpellation, c'est d'aller chercher de l'information. C'est là que c'est une différence avec l'interaction, parce que l'interaction, c'est genre comment ça va, les enfants vont bien aujourd'hui, blabli blabla. Tu parles avec un policier, enfin c'est pas que ça m'arrive si souvent que ça, mais disons que ça c'est... Avec des enfants, souvent ils vont faire des tatas aux enfants. Le but c'est pas de savoir si de découvrir quelque chose. Non. Et quand ils obtiennent cette information, des fois, puis ça c'est difficile de savoir combien de fois, mais quelquefois ils trouvent que cette information elle est pertinente. Ouais. Puis ils vont l'enregistrer dans une fiche d'interpellation. Donc il y a une base de données policière où il y a plein d'informations qui sont sur des citoyens, mais qui n'ont pas forcément commis d'infraction. Qui n'ont pas commis d'infraction. Ouais. Donc ça c'est aussi intéressant de savoir Qu'est-ce qu'ils colligent ? Surtout, qu'est-ce qui se passe? Qui a accès à ces bases de données? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça peut éventuellement impacter la vie des gens, même s'ils n'ont pas? Parce que après, dans nos entrevues, on se rend compte qu'en fait, c'est pas anodin d'enregistrer des choses dans une base d'interpellation. Ah, mais attention, parce que moi, j'entends des commentateurs centristes ou les radios plus conservatrices qui disent que moi, je fais rien de mal. Fait que c'est pas grave.
Non, c'est sûr, oui. Oui, on est. Oui, ça, tant qu'on fait rien de mal. Si t'as rien à reprocher, pourquoi est-ce que tu répondrais pas aux questions du. Pas grave. Non, c'est pas grave, c'est sûr. Moi, je vais te donner un exemple que les policiers m'ont donné en fait. Ouais. C'est qu'ils disaient, parce qu'on leur posait la question dans des entrevues, on disait, mais c'est quoi c'est quoi qui fait que vous prenez la décision d'enregistrer ou de pas enregistrer? Ouais. Puis un exemple qu'ils nous donnaient souvent, donc peut-être probablement qu'ils se racontaient ça entre eux, je sais pas, parce qu'il est revenu plusieurs fois, c'est qu'ils disaient, imaginons que on est dans un parc, il y a un homme seul qui est assis sur un banc, puis qui est face à une aire de jeu où il y a des enfants qui jouent. Et on a eu des signalements comme quoi il y a un exhibitionniste ou un voyeur ou je sais pas quoi, un pédophile. Et donc on va voir cette personne, puis on lui demande qu'est-ce que vous faites là. Et la personne dit ah non, je fais rien, j'attends ma femme. Okay. Et pendant qu'il est en train de discuter avec la police, son épouse arrive. Et donc là, le policier nous dit, voyez, ça, je vais pas enregistrer cette interpellation parce qu'effectivement, il attendait sa femme. Et puis je veux pas que son nom soit associé dans une base de données policière à suspicion de pédophilie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc quelque part, les policiers eux-mêmes reconnaissent que ça peut être nuisible d'être là-dedans, même si la personne a rien connu. Mais si la personne n'avait pas de femme, ou qu'il avait une femme qui l'attendait, mais que sa femme finalement elle est jamais revenue, pour une raison X ou Y, et que le policier puis que le policier se dit non, mais il a vraiment l'air suspect, je vais prendre son nom parce qu'on a eu des signalements, je dis bon, il a rien fait de mal, mais en attendant, c'est pas clair. Ma suspicion, elle est là. Puis il peut être. Il se dit, je vais mettre son nom parce qu'au cas où quelqu'un d'autre le voit en train de faire quelque chose, il aura déjà son nom. Donc je vais le mettre. Mais il va être dans la base de données. C'est ça. Donc c'est pas anodin. Non, je comprends. Et je pense qu'on peut le dire, vu que les policiers eux-mêmes le reconnaissent, qu'on n'enregistre pas parce que ça pourrait nuire à des gens. Donc. Non. Et puis je crois que c'est sûr que ça rajoute à la suspicion. Même si vous n'avez pas de cas judiciaire, mais que vous avez été interpellé 10 fois. Vous allez être dans le système. À un moment, les gens se disent, c'est quand même bizarre, tu te fais interpeller 10 fois. Au bout d'un moment, ça commence à devenir, je veux bien qu'une ou deux fois, c'est peut-être le hasard de la vie, là, mais au bout d'un moment... Et donc, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qui est... Alors là, on voit que les chiffres sont démesurés pour les personnes racisées. Qu'est-ce que les services policiers disent? Comment ils justifient? Alors... Il y a toute une série de réactions. C'est-à-dire que, comme je disais au début, ils étaient comme, on espère qu'on va s'en tirer, ça va être un petit peu, mais pas trop. Là, ils se rendent compte que c'est beaucoup. Le premier rapport fait vraiment beaucoup de bruit. Il est accueilli, si on veut dire, par la direction positivement, dans le sens qu'ils reconnaissent, ils acceptent toutes les conclusions, etc. Et ils remettent en cause rien du tout. Donc, à première vue, on se dit que ça se passe bien. Au niveau de pas la direction, c'est-à-dire des agents de terrain, par contre, et puis ça on va l'apprendre plus tard parce qu'on va les interroger plus tard dans notre deuxième mandat, c'est pas très bien accueilli, ça. Un euphémisme, c'est très mal accueilli. Et les policiers en fait sont très fâchés parce que ils sont très fâchés parce qu'évidemment le rapport fait en sorte que on accuse beaucoup la police de racisme et donc les policiers sont complètement scandalisés par ces accusations. Et donc on a beaucoup de policiers qui sont pas d'accord et qui disent non mais c'est pas parce qu'il y a des disproportions avec que c'est du racisme. Et le premier truc qu'on va dire, et puis que vous voyez dans n'importe quel commentaire en dessous de n'importe quel article qui parle de ça, où on peut mettre des commentaires, c'est de dire mais si on interpelle plus par exemple la population noire, c'est peut-être parce qu'elle commet plus de crimes. Oui. Bon. C'est ce qu'on dit maintenant à Montréal-Nord. On dit c'est une minorité. Oui, il n'y a pas tous les Noirs qui sont criminels, mais il y a une minorité de personnes qui nuisent à l'ensemble de la communauté, etc. Un peu comme il y a une minorité de policiers qui nuisent à l'image de tous les policiers. Parce que c'est tout dans ce champ d'idées que ces gens-là ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Alors, c'est souvent des gens qui commettent des crimes. Les Arabes aussi, on entend ça souvent dans certains médias de droite. Pas chez les policiers qui parlent à des chercheurs. Non. Je parle dans un certain discours médiatique des réseaux sociaux. Pas les médias, mais certains médias. Là, je vous ai mais non. Puis parmi la population générale, je suis tout à fait d'accord.
Puis, mais chez les policiers, ils vont aussi dire qu'il y a des groupes racisés qui commettent plus de crimes. Ouais. Ou qui sont associés à plus de formes de criminalité, puis ils vont pas le dire, c'est parce qu'ils sont noirs qu'ils commettent plus de crimes, évidemment. Ils vont le dire, les personnes, par exemple noires ou arabes autochtones, ont des conditions socio-économiques inférieures que les personnes blanches, et donc comme ils considèrent que ça c'est un facteur de criminalité, c'est criminogène, facteur criminogène, le fait d'être plus pauvre, d'avoir des conditions socio-économiques plus difficiles, et donc ça serait ça qui expliquerait. Puis c'est pas de leur faute, mais c'est ce qui arrive, et donc on est justifié. Et donc nous très vite, on s'est dit, en amont en fait, dès la première recherche, on savait que ça allait être une critique qui allait mise d'avant. Donc nous on s'est dit, on va pas juste calculer la différence qu'il y a entre les proportions entre les personnes interpellées puis la population générale. On va s'intéresser aussi à la criminalité, puis voir si la participation différenciée à la criminalité telle qu'elle est enregistrée par la police, elle justifie en fait les disparités qu'on observe dans les interpellations. Et donc on fait un deuxième indicateur où cette fois-ci on compare les proportions de chaque groupe racisé et non racisé dans la population des interpellés avec cette proportion dans la population des arrêtés. En fait, les gens pour lesquels on a enregistré un crime ou une infraction à règlement municipal. Et là on observe que même si effectivement les Noirs sont plus représentés dans la criminalité, par exemple, que leur poids démographique devrait, ça justifie. Ils ne sont pas assez représentés pour justifier l'écart des interpellations. En fait. Et donc on dit, en fait, ça c'était notre indicateur de sur-interpellation au regard des infractions. Et là, on dit, là, c'est un indicateur qui nous montre que l'explication par la criminalité différenciée n'est absolument pas suffisant. Et puis, je dois préciser un truc qui est très important. C'est parce que je donnais les chiffres de 2014-2017. Donc, je disais, il y a une personne sur 4 qui est interpellée par le SPVM qui est noire. Puis, il y a une personne sur 5 qui est arrêtée pour une infraction criminelle par le SPVM durant cette période qui est noire. Donc, c'est beaucoup par rapport aux 10% de la population. Mais on peut penser tout nous laisse croire que ce 20%, c'est beaucoup plus gros que la participation réelle au crime des personnes noires. Parce que, en gros, tout simplement parce qu'ils sont plus surveillés. Donc, vu qu'ils sont... c'est comme en médecine, à force de chercher, on trouve. Oui, c'est ça. C'est sûr que si tu te dis, les personnes noires, je vais les interpeller un peu plus souvent, les jeunes hommes noirs avec un hoodie, et puis... qui parlent ensemble dans un parc. Et puis qui ressemblent qui ont look de tel type, etc. Mais moi, je vais les voir. Au bout d'un moment, c'est sûr que si j'y vais 4, 5, 6 fois plus souvent que les mêmes mais blancs, il y a des chances que je chope des trucs que je pensais même pas en amont trouver, mais tu sais, un peu de drogue, un peu. Et puis tu vois, il y a une étude assez intéressante qui a été faite par un chercheur de Toronto, Scott Wortley, qui a été faite à Halifax, qui est un peu le même genre d'étude que nous on a fait à Montréal. Et puis lui, il montrait un truc assez intéressant, c'est qu'il observait entre 2006 et 2016, avant la légalisation du cannabis au Canada, que les personnes noires à Halifax ont 4,5 fois plus de risque de se faire arrêter pour possession de cannabis que les personnes blanches. Donc ça, c'est les chiffres de la criminalité. Et là, on se dit, ok, ça veut dire, mais si ces chiffres-là sont le reflet réel des pratiques de consommation de la population d'Halifax, ça veut dire en fait que les Noirs à Halifax consomment 4,5 fois plus de cannabis que les Blancs. Sauf que sur cette pratique-là, la consommation de drogue, il n'y a pas que les chiffres de la police qui nous permettent de nous éclairer, parce que la santé publique fait des sondages, et donc on sait c'est quoi la prévalence de la consommation. Et en fait, on sait que les personnes noires au Canada ont une prévalence de consommation habituelle, on va dire, équivalente à celle des personnes blanches. Donc c'est pas vrai, ce 4,5 fois, c'est des pratiques différentes. Alors on pourrait dire, peut-être parce qu'ils consomment plus à l'extérieur, on les attrape plus souvent à l'extérieur. Alors que les blancs, ils ont des grosses maisons, ils ont des sous-sols et ils fument dans leur sous-sol. Et on les attrape pas. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais la vérité, c'est que ce 4,5 fois, c'est aussi parce qu'il y a des pratiques policières différenciées auprès d'eux. Et donc, oui, si tu arrêtes plus de voitures, puis qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la fenêtre, il y a une petite odeur qui sort, hop là, ça me donne une raison suffisante de regarder dans l'auto et puis de trouver éventuellement quelque chose que j'aurais pas trouvé pour les autres, en fait. On parle des autres villes. Est-ce que si vous avez dit les services municipaux de plusieurs villes au Canada ont demandé le même type de recherche que vous avez fait, est-ce que les chiffres se ressemblent? Par rapport aux interpellations, par rapport aux proportions? Dans les autres villes, on a étudié
plein de pratiques. Les interpellations, les interceptions routières, l'usage de la force, les arrestations, les fouilles, dépendamment de où est-ce qu'on regarde. Et alors, systématiquement, les personnes noires sont ciblées de manière disproportionnée dans toutes les villes où on a regardé. Pour les personnes arabes, il y a des personnes autochtones, il y a des variations. Puis les disproportions changent selon la pratique, selon le niveau de disproportion, selon la ville. Mais globalement, non, c'est partout on regarde. Et puis après, si on étend notre regard à l'extérieur du Canada, c'est la même chose. Donc à un moment, on se dit, bon, il commence à y avoir un certain nombre d'éléments qui pointent dans la même direction. Ouais, tu sais, dans la science, tu dis, c'est pas une recherche fait pas la vérité, là, tu sais. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir colligé, là, tu dis, ok, tous les résultats vont dans la même direction. Tu dis, ok, c'est quand même. Puis c'est à travers le temps, il faut bien comprendre que ces études-là, c'est des données qui sont colligées sur près de 20 ans, des données policières sur près de 20 ans. C'est des millions d'interventions policières qui, à l'échelle du Canada, ont été évaluées. Puis à un moment, tu te dis, ok, si ça commence pas à être une preuve qu'il y a un problème de discrimination raciale dans les pratiques policières, je sais pas c'est quoi. Okay, au bout d'un moment, on commence à... Il faut toujours être prudent dans nos interprétations, il faut qu'on fasse attention, etc. Blablabla. Mais à un moment, tu dis, bon, quand même, l'hypothèse qu'il y a un problème, je crois qu'elle est très fortement soutenue par les données. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces preuves, et qu'on le voit là autour de ce qui se passe d'ailleurs à Montréal-Nord, il y a quand même encore une réaction très vive de déni. Et dans lequel, en fait, on se dit, bah... Oui, mais non, not all policemen, la majorité... C'est même pas qu'on dit not all policemen, c'est qu'on dit la grande majorité des policiers sont des bons policiers. Parce que même dans le commentariat, j'ai remarqué, puis même certains élus, là, on parle plus de pommes pourries, on parle de paniers pourris. Ouais. Bientôt, ça va être le verger. Non, ça, ils n'y arriveront pas. Non, mais je veux dire... Oui, c'est plus quand t'es rendu, tu parles d'un panier pourri, c'est parce que ça... Bon... En préparant l'épisode, on l'a fait ensemble, on m'a envoyé des notes, m'a envoyé des documents. Il y a un concept que j'aimerais qu'on aborde parce que il est nouveau pour moi. L'agnotologie, est-ce qu'on le prononce comme ça? Ou l'agnotologie? Moi, j'ai agnotologie, peut-être que je le dis. C'est A-G-N-O. Bon. C'est un terme qui était... Agnotologie. On va dire agnotologie, je sais pas. Moi, je le dis comme ça, mais peut-être que je le dis faux, en fait. Concept développé par l'historien des sciences Robert Proctor. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, la définition, c'est la production culturelle de l'ignorance. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'étude de la production culturelle de l'ignorance. Et en fait, lui, Proctor, il s'est intéressé en fait à l'industrie du tabac au XXe siècle aux États-Unis, qui était extrêmement organisée, pas juste pour vendre des cigarettes, mais pour vendre l'idée que les cigarettes n'étaient pas si nocives que ça. Parce qu'en fait, très rapidement, la science va faire un lien entre la consommation de tabac et certains problèmes de santé. Mais la réaction de l'industrie, c'est de se dire hop, si ça commence, si les preuves s'accumulent, on va avoir un petit peu de problème à vendre des cigarettes. Et donc, en fait, ils mettent en place toute une série de stratégies pour nier, minimiser, déplacer l'attention. Corréler autrement. Mais ils vont aller très très loin dans leur stratégie parce qu'ils vont carrément faire des recherches. Avoir des labos qui font des recherches. Ils vont corrompre des professeurs d'université pour leur dire regarde, on te donne de l'argent et tu mets ton nom en haut de cet article. Ça se fait ça, des profs d'université corrompus? Bon, c'était il y a longtemps. Donc, c'était une autre époque. Les pratiques ont changé. Et les profs ne fument plus. Non, on sait que c'est mal. Donc... C'est drôle. Non, donc non, mais en fait et donc en fait ça donnait l'impression que c'était des chercheurs, puis là qui te disaient oui peut-être que ça peut être nocif pour la santé, mais concrètement pas plus que de bronzer à la plage, parce que ça vous donne le cancer, le soleil, et puis pas plus de ci, pas plus que. Et donc on essayait de créer en fait de faire soit une euphémisation du problème, soit juste produire un doute. Et l'idée c'est une stratégie très organisé dans ce cas-là, très précis, de dire on essaye de produire de l'ignorance. Puis l'idée de l'agnotologie qui s'approche en fait après d'un certain nombre de réflexions de ces peut-être 20 dernières années en philosophie sur les enjeux de racisme, on parle beaucoup d'épistémologie de l'ignorance, où on essaie de comprendre l'ignorance non pas comme l'absence de savoir. On est ignorant parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas au courant de. L'ignorance, c'est un savoir en tant que tel. Et qu'on produit pour en fait masquer,
transformer le réel. Parasiter le réel. Oui, pour te dire, non, mais c'est pas sûr. Alors, on le voit énormément avec le réchauffement climatique. C'est une notion qui a été beaucoup utilisée sur toute l'industrie extractive, l'industrie pétrolière, etc. Le réchauffement climatique. Comment, justement, elle aussi, elle participe à produire Oui, parce qu'on le sait, il y a eu des preuves. Les documents du début des années 70 des compagnies pétrolières indiquaient qu'ils savaient déjà là, ce que ça allait faire et ils ont produit de l'ignorance. Et ils continuent d'en faire. C'est-à-dire que ça continue d'en faire. Ils continuent à toujours trouver un chercheur perdu. Mais la NRA est capable de faire ça aussi. Il y a toujours un chercheur perdu pour t'expliquer. Et il se retrouve à Radio X. Il y a autant d'armes. Il y a plus d'armes par habitant en Suisse qu'aux États-Unis. Et pourtant. Et donc le problème. Donc, c'est pas des armes. Exactement. Donc, dans le cas des services policiers, comment ça s'articule? En fait, c'est plutôt dans le cas du racisme. Effectivement, le racisme, c'est quelque chose qui est souvent nié, en fait. Souvent, on a tendance, par exemple, à penser que le problème du racisme, c'est un problème du passé. Aujourd'hui, quand même, on est passé à autre chose. Il y a encore des cas isolés. Oui, il y a toujours. Il y a toujours des gens avec une banderole à Shawinigan. Mais c'est pas le reflet d'un. Shawinigan, excusez-moi, les banderoles, je pense que c'est des agents de la GRC. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Il faut préciser. L'information, c'est important. Soyons factuels. Donc, les policiers ne vont pas engager un scientifique, un universitaire solitaire qui va dire le contraire de collègues. Ils font pas comme l'industrie du tabac, c'est ce que vous me dites. Alors, non, ils font pas. Alors, premièrement, ils inventent pas des recherches. Donc, ils le font pas. Ils créent pas des fausses recherches avec des faux résultats, des fausses données. Ça, ils font pas. Par contre, ils ont un contrôle. Là où il y a quelque chose d'intéressant à observer, c'est qu'ils ont un contrôle quand même sur qui a accès à leurs données. Parce que, en gros. Moi, je me rappelle très bien la conférence de presse de Sylvain Caron à la sortie du premier rapport. Et il y a une journaliste qui pose la question à Sylvain Caron. Parce qu'en gros, Sylvain Caron dit on est choqué par les résultats, on les prend avec humilité, etc. Blablabla. Et il y a une journaliste anglophone, je ne sais plus si c'était de la CBC ou d'un journal qui dit en gros. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un problème de discrimination raciale dans la police. Pourquoi vous êtes surpris, en fait un peu comme on pourrait dire à Fadi Daguerre aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est surpris Et là, il balbutie parce qu'il ne sait pas trop quoi répondre. Je trouve la réponse intéressante, mais en fait, qu'est-ce qui changeait là? C'est que tout d'un coup, on avait les données de la police, de l'intérieur. Et puis, c'était très difficile pour eux de dire « Ah non, mais c'est... » Parce que jusqu'à présent, en fait... Oui, parce que les recherches précédentes auraient pu se faire avec des interpellés, avec les milieux communautaires. Ça se faisait. C'était ça qu'on faisait. Et là, c'est facile pour la police de dire écoutez... Les gens pensent qu'ils sont arrêtés parce que c'est les gens qui crient au racisme. C'est ça. C'est pas ça. Alors que là, c'est leur chiffre. Là, c'est et donc, quand on les force, parce qu'ils ne feraient pas cette étude par eux-mêmes, donc quand on les force à faire cette étude, c'est sûr qu'ils vont chercher des chercheurs qui pensent être de leur bord. Donc quand ils viennent me chercher moi, c'est parce qu'ils me pensent totalement inoffensif. Je suis suisse, je suis neutre, je fais attention. Mais c'est vrai que je faisais très attention à comment je parlais dans les médias. Les Suisses n'ont jamais fait de mal. Non, ça je veux dire. C'est la neutralité suisse. L'or juif, bon. Mais... l'argent des dictateurs du monde entier, mais sans discrimination. L'argent de tous les dictateurs. Il n'y a aucun problème. Donc en 2017, à peu près, là, qui font appel à vous, 2017, oui. Bon, vous êtes inoffensif pour eux. Oui, tout à fait. Et il me trouve, il pense que je suis quelqu'un qui ne va pas poser de problème. Et c'est la même chose avec mes collègues, Victor, Mariam. Ils pensent que c'est des personnes. Ils n'auraient jamais été chercher Francis Dupuy-Derry comme pour faire la recherche. C'était évident. Et donc, ils contrôlent qui a accès. Et cet accès est important parce que l'accès te donne une forme de crédibilité et de légitimité dans ce que tu dis. Parce que moi, tout d'un coup, je suis devenu expert sur ces enjeux, alors qu'il y a des gens qui travaillent sur ces enjeux, mais depuis bien longtemps, mais pas avec les données de la police. Et quand tu travailles avec les données de la police, ça te donne une légitimité, une crédibilité qui est très importante. Et donc, ils savaient très bien que c'était... que ça nous donnait un pouvoir à nous, les chercheurs qui allions être dans cette étude-là. C'est pernicieux. Il fallait faire attention, donc ils contrôlent ça. Et aujourd'hui, je veux dire, pas parce que je fais cette balado, mais à cause d'un certain nombre de prises de position que j'ai pu prendre dans l'espace public, ils veulent plus travailler avec moi. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas grâce à la balado, mais vous êtes ici parce qu'il y a eu ces prises de position-là qui fait que ça vous a
peut-être couper un accès à certaines données, mais ça vous a donné une liberté de parole par rapport tout à fait, ouais. à ce champ de recherche qui est les services policiers et le racisme. Donc ça, ils travaillent, et donc ils contrôlent un peu, ils disent qui a le droit de faire quoi, et ils te mettent de la pression. Je me rappelle, là, c'était durant le 2e mandat, il y a un moment où je participe à l'émission Enquête de Radio-Canada qui n'était pas très positive envers la police, pour être encore un euphémisme, qui s'appelait Profilage racial au SPVM, 40 ans d'échec, un truc comme ça. Donc, rien de moins. Rien de moins. Bon, je ne connaissais pas le titre quand j'ai participé. Moi, je participe, je fais mon entrevue. Évidemment, je ne fais pas le reportage. Hein, Mais suite à la publication de ce reportage, je suis convoqué au quartier général parce que puis je me fais gronder, quoi. En gros, il m'explique tu peux pas participer à ça, ça nuit à la capacité qu'a ta recherche d'être acceptée par les policiers de terrain. Donc c'est un peu leur argument de dire nous on veut utiliser cette recherche pour faire changer les choses de l'intérieur, et toi en te mettant dans l'espace public dans des reportages de ce type-là, les policiers vont te voir comme un militant, activiste, anti-police, et donc c'est mort, tout ce que tu vas faire dans ta recherche va être morte, en fait, elle va servir à rien. Et je me fais gronder, puis ils me disent à un moment, parce que moi je suis comme, moi je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Dans le sens que moi, je ne suis pas l'auteur du reportage. Non. Moi, je veux bien que vous me disiez cette phrase-là que tu dis, c'est factuellement faux, puis je veux m'excuser, quoi. Mais moi, il n'y a aucune phrase que j'ai l'impression que j'ai dit qui était factuellement fausse. Je pense avoir tout ce que j'ai dit, je pense avoir. C'est basé sur des faits. Okay. Et là, ils sont comme non, mais c'est pas ça, etc. Et tout. Et à un moment, ils me disent, mais tu sais, il y a quelqu'un qui est plus au SPVM, donc je ne veux pas dire son nom, mais qui est de toute façon plus au SPVM, mais qui me dit, tu sais, Massimiliano, des demandes de collaboration, on en reçoit des centaines par année, on en accepte que quelques-unes. Et c'est vraiment le truc, le message, c'est genre, tu veux encore travailler avec nous, fais attention. Et ça, c'est assez intéressant parce que pour un chercheur, c'est pas anodin. C'est-à-dire que moi, je suis agrégé, c'est-à-dire que je suis permanent. Donc et puis, je suis assez vieux pour en avoir, pour me dire, ah ouais, fuck it, alors, tant pis. Donc moi ça m'a un peu radicalisé, c'est un peu comme genre ok, j'ai compris. Puis je me suis pas radicalisé juste parce que je l'ai pris personnel ou d'un point de vue éducation. Je me suis dit le sujet est important, je peux pas me taire, je peux pas faire comme si c'est au nom de la science. Non, mais au nom même de l'enjeu social en fait. Non mais je peux pas me taire parce que je veux continuer à avoir accès à ces données-là pour faire mes recherches. Il y a un côté absurde, c'est que ok, ce qui me donne accès à ces données, donc une connaissance intime de vos pratiques policières, fait en sorte que j'ai pas le droit de communiquer ce que je sais. Donc c'est quand même un peu bizarre. Ok, donc quand je travaillais sur d'autres objets, c'était beaucoup plus simple parce que généralement c'était pas des objets qui étaient aussi polémiques que les enjeux de discrimination raciale, qui produisent pas autant de bruit médiatique non plus. Ce qui fait que si je voyais un truc qui était pas super positif pour la police, c'était rarement un truc qui était central à la recherche, aux éléments, donc c'était pas grave que j'en parle pas, ça change pas le gros des résultats. Tandis que là, évidemment, on n'est pas du tout dans le même registre. Et là, il y avait et donc il y a cette capacité, si on veut, de la police de mettre la pression. Et quand on est par exemple un jeune chercheur, on veut pas se fâcher avec la police. On veut pas parce que... Puis on n'a pas la stature, on n'a pas on n'a pas l'expérience, on n'a pas... Puis on a besoin de ces données-là pour se construire notre carrière. Donc il y a une interdépendance en fait qui est importante, sur lesquelles ils peuvent jouer en fait. Et les gens vont faire comme... Et donc là on voit, oui je suis un spécialiste d'hommes, mais en fait je peux pas dire tout ce que je sais. Dans une certaine mesure. C'est vraiment intéressant ça. Et donc, alors c'est pareil, on a quand même une indépendance. C'est pour ça que ça n'a pas du tout marché leur truc, parce que je suis là et puis mes collègues ils parlent dans les médias et puis on n'a pas de... Mais je trouve que ça passe sur une certaine culture des services policiers par rapport à qui a le droit de parler de ce qu'ils vivent. Puis ils vont beaucoup jouer là-dessus aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, si je reviens à l'agnotologie, peut-être qu'on peut revenir, parce qu'on s'est intéressé à ça, à comprendre. Parce que, en gros, moi, le constat, après toutes ces années de recherche, c'était de me dire, c'est quand même étonnant qu'on fasse tant d'études, il y a tant de données, il y a tant de résultats empiriques qui vont tous dans le même sens. Et puis, quand on parle aux policiers, parce qu'on a parlé aussi aux policiers dans nos recherches, eh ben, le constat, c'est qu'il y a une grande majorité, pas tous, mais il y a une grande majorité de policiers qui sont dans un déni complet. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de problème de racisme,
ce dont on parle, soit ça n'existe pas, soit c'est extrêmement exagéré. Okay. Donc effectivement les pommes pourries, il y en a quelques-unes, il y en a partout. Il y en a dans le monde de la balado, il y en a à l'université. À la fin de l'épisode, restez à l'écoute. on a une liste. Non, donc il y a des pommes pourries partout, mais c'est pas un problème qui est plus prévalent dans la police qu'ailleurs, etc. Et donc ils sont convaincus. Alors c'est très intéressant parce qu'ils sont vraiment, moi ce qui me faisait, je trouvais qu'ils étaient sincèrement convaincus de la, j'allais dire de la méchanceté, mais en fait de la fausseté des accusations. Donc ces accusations sont fausses et elles sont soit nourries par une malveillance, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas la police, ACAB, etc., les groupes anti-police et les militants anti-police, ou des gens qui connaissent pas la police, ou les deux. Quand t'aimes pas la police, c'est que généralement tu la connais pas. Non, mais parce que si on savait. Si on était sur le terrain, on comprendrait que c'est pas du racisme. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. C'est que en fait, et puis, on comprendrait la réalité du travail policier et pourquoi en fait ils font ce qu'ils font. Et donc ils ont cette idée profonde d'une injustice. Alors ils se victimisent beaucoup les policiers. Ils sont très dans on est hyper. Ce qui nous arrive, c'est terrible. Et moi j'ai très, très fasciné d'ailleurs par la conférence de presse de Faïd Daguerre. C'est intéressant à regarder parce que c'est beaucoup sur à quel point les policiers souffrent. Je suis quand même, c'est pas eux là qui sont victimes d'actes racistes. Ils sont pas fait couper les cheveux. Non, je suis comme. Okay. Mais ça, c'est très commode de retourner. Oui, de se dire on est les victimes. Mais c'est très rapide. Je trouvais ça. La première conférence de presse, celle de 10h30 le vendredi soir, j'étais comme mais que tu y viennes, mais tout de suite. Puis il n'y a pas un mot pour. En gros, on est comme. Mais les personnes victimes de ce qui arrive, les gens qui en souffrent, c'est les citoyens de Montréal-Nord. Les citoyens racisés de Montréal-Nord, c'est pas les policiers. Je sais que les policiers, là, il y en a plein qui se prennent. Plein d'insultes, etc. Puis que ça doit pas être facile de vivre ça, mais c'est un peu comme la police de Longueuil après la mort de Nourane, qui disait non mais le policier souffre, toute la police est sous le choc. Je suis comme oui, mais enfin il y a un enfant qui est mort. Tout à fait. Et je veux dire que tu souffres, c'est une chose, mais très sincèrement garde-le pour toi pour le moment parce que ta souffrance n'a aucune commune mesure avec celle de la famille. Quoi. Donc je veux pas remettre en cause que le policier qui a tiré... Les taux de dépression, puis on le sait. Puis je vais vous dire, par rapport à ces commentaires-là aussi, je vais te dire ce qu'on dit souvent aux artistes, ou on t'oblige pas à faire ça. Les artistes souvent disent vous vous plaignez, vous êtes pauvre, fais autre chose. Mais les policiers, c'est un peu la même chose qui se victimisent. Ouais, mais eux, ils partent avec l'idée, surtout, c'est que les policiers, la grande majorité d'entre eux, pas tous, mais une majorité d'entre eux, je pense, ont des assez bonnes raisons de vouloir être policiers. C'est-à-dire qu'ils ont... Non, mais dans le sens qu'ils partent avec des idéaux de... Ils veulent faire un changement positif dans la société. Donc, ils pensent que la mission policière, c'est une mission positive, globalement, même s'ils vont être confrontés à des situations difficiles, conflictuelles, et ils vont voir des trucs qu'on est content de ne pas voir, nous, les citoyens, parce qu'ils voient des trucs pas cool, quoi. Traumatisants, etc. Alors, pas tous les jours, parce que ça reste quand même que... La caractéristique centrale du quotidien policier, ça reste quand même un peu l'ennui. C'est-à-dire qu'ils font quand même beaucoup attendre. Non, mais je dis ça en tant que chercheur. C'est-à-dire qu'ils remplissent des rapports, ils allument ou ils éteignent un feu de signalisation. C'est pas super. Non, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de films là-dessus, sur les films policiers. J'avoue. 3 heures. Donc, un long film contemplatif sur le métier de police. Donc, non, mais c'est vrai que en fait, c'est une caractéristique qu'on observe parce que comme les chercheurs l'ont tout de suite mis en évidence parce que c'est un peu en porte-à-faux avec ce qu'on voit dans les films. Mais bon, pour revenir à ce que disent les policiers, donc les policiers sont très convaincus qu'il n'y a pas de racisme, mais ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont, ce qui est intéressant très vite, c'est qu'ils nous disent tout de suite, c'est normal qu'il y ait des disproportions. Ils remettent pas en cause les disproportions qu'on observe. Oui, il y a certains groupes racisés, pas tous, certains groupes qu'on cible plus souvent que d'autres. Mais on a des bonnes raisons de le faire. C'est pas du racisme, c'est pas du profilage racial, on a des bonnes raisons de le faire. Et là, ils nous expliquent les raisons. Donc, ils nous donnent plein d'explications. Puis c'est des explications qui sont souvent très techniques. C'est-à-dire, puis qui varient entre Repentigny et Montréal. On n'a pas forcément les mêmes explications parce qu'il n'y a pas les mêmes réalités et tout ça. Et donc, par exemple, ils nous disent, la Repentigny nous disent les gens qu'on intercepte et qu'on interpelle sont des personnes qui ont des antécédents judiciaires, en fait, sont connus
Ouais. On les connaît. Donc, on n'arrête pas n'importe qui. Moi, je les arrête pas parce qu'ils sont là. Je les arrête parce qu'on les connaît. Ils ont un casier. Et donc, et là, ils disent voilà la raison pour laquelle on trouve qu'à Repentigny, un noir a 3 fois plus de risque de se faire interpeller qu'un blanc. Ce qui est intéressant à Repentigny et qu'on a fait aussi un peu à Montréal, c'est que quand ils nous donnent ces explications, nous, on a les données. Ouais. Donc, on peut aller les vérifier. Donc, on prend notre base de données. Okay. On enlève toutes les personnes qui ont un casier judiciaire, parce que ça, on a cette information. Oui. Puis on refait des analyses avec que des personnes qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? Quand tu as une personne noire sans antécédent judiciaire, tu as toujours 3 fois plus de risque de te faire interpeller qu'une personne blanche sans antécédent judiciaire. Donc on est quand même... c'est pas une bonne explication. Et là, ils arrivent à dire non, il y en a une autre. C'est que c'est les citoyens qui sont racistes. Les citoyens, ils ont plein de préjugés raciaux. Puis ils nous appellent. Et ils nous appellent. Donc ils voient des jeunes réunis dans un parc, des jeunes noirs, et là ça leur fait peur, et puis, ou alors ils les aiment pas, puis ils veulent les faire chier, puis donc ils les appellent, et puis etc. Puis nous on est obligé de répondre aux appels, donc on est obligé d'intervenir, puis voilà, c'est ce qui arrive. Puis là aussi on a cette information. On sait on sait exactement, y a-t-il eu un appel avant ou pas. Donc on enlève toutes les interpellations, interceptions, toutes les interventions policières faites sans appel, avec un appel, pour garder que celles. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les disparités restent les mêmes. Une autre explication qu'ils nous disent à Repentigny, ils nous disaient oui, vous regardez, c'est qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vise des lieux criminalisés, pas des personnes criminalisées. Donc il y a un motel dans lequel il y a du proxénétisme juvénile. Il y a un bar dans lequel on sait qu'il y a de la drogue, il y a un bar de danseuses, donc il y avait le Scratch, le bar de danseuses, je ne me rappelle plus son nom, etc. Puis ils nous disent voici les lieux. Et donc nous, on n'interpelle pas ces gens parce qu'ils sont noirs, on les interpelle parce qu'ils sont à proximité de ces lieux. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et là aussi, on a l'adresse exacte de l'interpellation. Donc on regarde sur notre petite carte et tout ça, puis on dit on élimine toutes les interventions policières qui se font à proximité des 3 lieux qui nous ont identifiés. Puis quand on fait ça, les chiffres changent. 3 fois plus de risques de se faire interpeller quand même. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est il y a 2 choses très intéressantes là-dedans. La première, c'est que, ils en sont vraiment convaincus. Puis ils sont très contents de nous les dire pour dire, regardez, vous êtes niaiseux un peu les policiers. Parce que vous ne comprenez pas notre métier. Nous, on peut vous l'expliquer de manière très précise. Donc on a des explications très précises, mais si tu étais policier, tu les comprendrais, tu te rendrais compte que ces disproportions que tu observes, ce n'est pas du racisme. Donc, la première chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont très convaincus de leur explication. Puis, c'est des explications que si tu n'as pas accès aux données, tu n'as aucun moyen de les réfuter, de les vérifier, en fait. Et donc, ça montre aussi la force qu'a la police par le contrôle qu'elle a de ses propres données pour construire, en fait, des narratifs qui justifient des disproportions, donc des discriminations, au nom de la sécurité publique, etc., etc. Et donc, et qui en fait sont fausses. C'est-à-dire qu'elles elles valident pas. Alors à la fin, tu te dis, elles sont peut-être toutes un peu vraies. Puis c'est des explications qui sont logique, qui d'un point de vue argumentatif, logique, facilement, on peut dire c'est peut-être vrai. Facilement, on peut facilement les reprendre aussi dans des chroniques. Tout à fait. De journalistes, de chroniqueurs plus conservateurs. Puis les policiers, en fait, dès qu'ils parlent à des journalistes ou à des non-policiers, puis quand ils parlent entre eux, c'est qu'ils arrivent puis ils disent tout de suite, non mais moi qui suis policier, quand quelqu'un leur arrive, dit mais qu'est-ce que tu dis de ces chiffres, écoute. Moi, je suis policier. Je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, si t'expliques tout ça, puis que tu connais rien, puis que t'es pas en mesure de vérifier, tu vas dire ah bah oui, il y a des bonnes raisons. Mais les chercheurs le disent pas. Et là, on a l'accès. Puis on est comme non. Un autre exemple. À Montréal, les personnes autochtones sont le groupe le plus ciblé en matière où les disproportions sont les plus grandes. En interpellation. En interpellation. Et là, il y a beaucoup de policiers, surtout ceux qui travaillent par exemple au PDQ-12 ou où il y a le Square Cabot, et puis dans des endroits où il y a une population itinérante autochtone importante, nous disaient, écoute, moi, je ne peux pas t'expliquer les disproportions des personnes noires ou arabes, mais je vais t'expliquer pourquoi les autochtones. Puis il dit, la raison pour laquelle on y va, c'est pour des raisons d'assistance. Ces personnes-là ils sont intoxiqués, problèmes de santé mentale, dans la rue, couchés par terre, on y va. Et puis nous, c'est des manières ils nous expliquent tout. C'est un travail communautaire. Oui, et puis et je pense qu'ils nous le disent pas. Moi, je pense pas qu'ils nous le disent en disant je suis en train de bullshiter ce chercheur. Ils sont persuadés. Ils sont persuadés que c'est vrai. Puis là, ils nous expliquent. Puis là, on est comme. Puis nous, on n'a aucun moyen de vérifier dans le sens que on sait pas pourquoi ils font l'interpellation. Sauf que depuis notre premier rapport, ils ont commencé à écrire la raison de l'interpellation. Maintenant, c'est obligé. Ils ont dans leur enregistrement. Donc, nous, on a les données de 2021.
où ils ont enregistré les raisons. Puis on a aussi les données de 2017 parce qu'on est allé revoir toutes les données de 2017. On a pris un échantillon de 1800 interpellations représentatives, puis on les a toutes codifiées. On a payé quelqu'un qui a tout codifié pour savoir c'était quoi la raison de l'interpellation. C'était un long boulot. On a fait tout ça, puis on regarde, puis on dit... Et puis effectivement, quand tu prends les personnes autochtones, c'est le groupe qui a le plus d'interpellations d'assistance de tous les groupes. Okay. Sauf que toutes ces... Vous êtes fatigant avec sauf que. Il y a toujours un sauf que. Sauf qu'en fait, toutes les interpellations d'assistance, ça compte pour 4,9% de toutes les interpellations qui visent les autochtones. Donc après, tu me dis, ok, c'est vrai, mais ça explique absolument pas les disproportions. Plus de 95%, c'est autre chose. Donc c'est pas vrai que c'est la raison pour laquelle tu interpelles plus. Ils sont plus à risque de. Et donc, c'est très fort parce qu'à nouveau, moi je l'imagine un policier dire, écoute, moi j'interviens auprès des autochtones. Donc moi je vais t'expliquer d'où ça vient. Puis le policier, il est convaincu qu'il a des bonnes raisons de le faire. Et donc, c'est ça qui est fascinant. Et donc, ça, c'est un premier truc qu'on s'est rendu compte. OK, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, le déni de la police, du racisme dans la police, en fait, il est nourri par des explications élaborées, complexes, crédibles, qui sont peut-être toutes un petit peu vraies. Parce qu'on ne peut pas considérer que le 4 fois plus de risque des personnes noires, c'est 100% la responsabilité de la police. C'est vrai que le travail de la police, il y a des appels citoyens, il y a des trucs comme ça. Les appels citoyens à Montréal aussi nous disent, c'est les appels citoyens. Puis c'est vrai que quand on regarde les appels citoyens, ils sont aussi discriminants que les interventions initiées par la police. Sauf que dans les interpellations, c'est moins de 20% de toutes les interpellations qui suivent un appel citoyen. Plus de 80%. Entre 80 et 85%, c'est des interpellations initiées par la police. Donc, c'est pas vrai que c'est ça qui explique. Ouch. Mais ils en sont ultra convaincus. Alors, et même quand tu leur expliques ça, parce que j'ai fait ça dernièrement avec une police municipale dans une formation sur le profilage racial qui est... Une formation obligatoire, j'imagine. Demandée par un tribunal, donc c'est une sanction. Il était content que vous soyez là. Alors, ils étaient très heureux. Moi, c'était la première fois que j'enseignais, que j'étais une sanction pénale. Et c'est pas les meilleures conditions pédagogiques. Je dirais. Je ne conseille pas. Mais même si ça n'avait pas été une sanction pénale, à mon avis, de toute façon, l'hostilité des policiers, parce que j'ai jamais... C'est extraordinaire, c'est un auditoire ultra hostile, en fait. Alors, moi, j'arrive, je suis prof d'université, j'ai un accent français. Je suis freluquet, là. J'ai pas du tout le look du... Je suis comme... Il n'y a pas besoin de rajouter un nom à freluquet, mais c'est pas grave. Disons que c'est sûr que je partais là avec une hostilité très forte. Mais ce qui est intéressant, justement, là-dedans... Vous auriez pu être interpellé dans un contexte normal. Voilà, après, en partant avec l'auto du stationnement, ils auraient pu m'interpeller tout de suite. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que... C'est vrai que c'est pas tous les policiers par contre. Ah, mais c'est sûr. C'est que les policiers, pendant que par exemple je donnais cette formation, il y a plein de policiers qui m'interrompaient puis qui étaient comme fâchés, mais très fâchés contre moi et contre ce que je disais, alors que des fois je présentais. Au début, je faisais que présenter des données, mais ils étaient ultra fâchés des données que je présentais. J'étais quand même, c'est juste des données. Mais après, il y a des gens qui venaient me voir à la pause pour me dire, on est vraiment désolé, on n'est pas d'accord avec eux, etc. Mais qui prenaient pas la parole en live. Bon, c'est ça. Là, on arrive à la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser. Puis, c'est pas votre mandat universitaire de me dire pourquoi ça perdure. Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le profil d'étudiant qui va aller dans la police qui devient... Est-ce que c'est une espèce de culture diffuse, alimentée par une minorité qui fait en sorte que tout le monde se tait? Parce que là, ce qui se passe à Montréal-Nord, la dénonciation émane des services policiers, si je comprends bien. Oui. Moi, c'est ce que... Oui, c'est pas... De policiers... Même si on ne sait pas tout, je pense noirs, que là-dessus... entre autres. Alors ça, c'est pas clair. Ça. Bon, OK. Ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des policiers noirs qui ont écrit une lettre depuis. Bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui... ou que c'est lui, parce qu'on ne sait pas s'il y en a un ou plusieurs qui ont dénoncé. Donc ça, c'est pas parce clair. que là, dans ce cas-ci, contrairement aussi aux idées reçues, c'est pas des vieux policiers usés. Non. Ce sont des jeunes. Ouais. Alors, c'est ça qui est... Alors, il y a deux choses. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur Montréal-Nord. Ce qui est particulier, c'est que c'est des actes coordonnés
organisé en groupe. Ouais. Donc c'est une équipe qui était plutôt une équipe de nuit. Ouais. Du PDQ 39, donc de Montréal-Nord, qui s'est organisé. Donc ils ont réussi, si on veut, il y avait 2 superviseurs, 2 sergents, qui ont réussi en fait à mettre autour d'eux toute une série d'individus qui pensaient comme eux, qui étaient un peu des cow-boys, un peu racistes, un peu beaucoup, et puis qui ont, je crois que c'était que des hommes aussi, je pense que c'est assez important, qui avaient aussi, je pense, des sentiments anti-Montréal, genre les Montréal, ville pourrie, etc., et qui avaient un peu Et alors, il y a plusieurs éléments. Donc, cette coordination, en fait, et cette capacité à s'organiser est ultra inquiétante. Parce que ça veut dire que, effectivement, dans l'organisation, il y a une marge de manœuvre immense, là, au sein même. Ouais, c'est un échec total de contrôle de soi. Pourtant, ça fait 30 ans que M. Daguerre travaille dessus. Travaille dessus, mais il faut croire, il était à Saint-Michel, il n'était pas à Montréal. C'est pour ça. C'est de 2 quartiers complètement... Non, à sa décharge, je crois que Saint-Michel, les relations avec la communauté étaient largement meilleures, en fait, entre la police. De toute façon, c'est 2 quartiers, un côté de l'autre, puis après ça, les différences peuvent être énormes, là, c'est pas ça que je veux dire. Faut pas, c'est pas de la. Fadi Daguerre, c'est juste un être humain, là. Il peut pas tout faire dans le monde, mais je crois, en fait, que à Montréal, donc, le premier truc, c'est que c'est organisé. Ça veut dire qu'il y a. Ça, c'est quand même rare. Deuxième truc, c'est que c'est des actes des gens qui étaient ouvertement racistes. Et ça aussi, c'est rare. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le sont pas, mais ils vont être beaucoup plus discrets quand même. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre de la non-discrétion qui fait qu'il y avait beaucoup de personnes autour de ce groupe-là qui savaient que ce groupe existait. Et qui pouvaient rien faire, visiblement. Et puis qui n'ont pas dénoncé. Parce qu'il y a ceux ou celui ou celle, on ne sait pas qui a dénoncé. Et il y a tous ceux qui n'ont pas dénoncé. Pas parce qu'ils étaient d'accord. Non. Mais qui disaient non, c'est pas moi qui vais dénoncer. Parce qu'effectivement. Parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La culture de la police? Oui, il y a une énorme omerta dans la police. C'est ça. C'est très difficile de dénoncer. Dénoncer, c'est se mettre dos toute la police. Parce que même si les gens sont contre. Même si la majorité des membres du SPVM trouvent que les policiers qui étaient à Montréal-Nord dans cette équipe-là sont des mauvais policiers, puis qui ne devraient pas continuer à être policiers, ça ne veut pas dire qu'ils sont contents des dénonciations. Parce que eux, maintenant, ils se disent nous, on se prend toute la merde dessus. Maintenant, on fait un amalgame, on est tous comme ça, etc. Ça va prendre des années à réparer ce truc, alors que la majorité d'entre nous, on fait bien notre travail, puis on n'est pas des en même temps, racistes. Mais ils n'ont rien dit. Parce que cette logique-là de dire vous entachez notre profession, allez voir les responsables et non pas. Ou alors, il y en a qui ont dit, mais ça n'a rien donné. C'est aussi possible. C'est de toute façon, on ne le sait pas. Non. Il est possible que la dénonciation, cette fois-ci, a marché parce que les preuves. Il y avait des preuves vidéo, il y a des preuves si ça sortait dans les médias, ça aurait été 4 fois la bombe. Puis je pense que là, ça aurait été. Je sais qu'il y a des gens qui appellent à la démission de Fadi Daguerre. Je ne crois pas que ça va arriver. Non, mais si c'était sorti dans les médias sans passer par une dénonciation interne, je me demande, moi, si là. Je vais dire une énormité, mais ce ne sera pas la première à ce micro. J'ai absolument rien contre Fadi Daguerre. Moi, je trouve des fois que quand on le présente dans les médias, on met la barre tellement haute que lui-même ne pourra jamais remplir tous les esprits. Le policier communautaire le plus talentueux de sa génération. J'avais entendu ça à Radio-Canada, au Facteur Humain. J'ai l'impression que des fois, c'est presque un token. Pour que les choses ne changent pas, parce que regardez... Et je pense qu'il est commode pour nos élus de rien faire par rapport aux problèmes de profilage. Parce que, regardez, on a mis Fadi. Ouais, on peut penser que c'est l'ancienne administration. On peut penser que l'ancienne administration s'est dit c'est ça qu'on va faire. Puis je pense que c'est un jeu politique. Hein. C'est comme si le parti libéral ou la CAQ ou PQ, ou je sais pas qui avait mis la main sur un candidat vedette. Regardez, on a pris le spécialiste, la spécialiste de. C'est sûr que c'est le policier le plus connu du Québec, même avant d'être chef. Avec Yann Lafrenière. Avec Yann Lafrenière maintenant, oui, c'est vrai. Mais qui est plus techniquement policier. Non. Mais qui est un ancien. Est-ce qu'on peut arrêter d'être policier? Je sais pas, faut lui demander. Moi, je suis pas policier. Mon grand-père est policier. Alors, j'ai le droit de poser ces questions-là. Je suis petit-fils de policier. Est-ce que je pense que non. Non, je te sens pas policier. Okay.
Petit-fils, ça commence à être loin. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que mon grand-père, toute sa vie... C'est dit policier, ouais. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, je pense que peut-être la culture change un peu parce que j'ai l'impression que le rapport qu'on a à notre métier, à notre profession, est moins identitaire que ça pouvait l'être. Mais c'est sûr que le métier de policier, souvent, ça a été présenté comme un sacerdoce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Mais l'autre chose qu'il y a avec Fadi Daguerre aussi, je crois, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est juste le directeur de la police. C'est-à-dire que... Pourtant... Mais on pourrait penser que grâce à ça, il y a un pouvoir. Ouais, mais en fait, il en a. Oui. Mais il faut comprendre que dans la police, ça c'est la sociologie de la police qui nous le montre, hein, le pouvoir, il est en bas. C'est-à-dire que les policiers ont un énorme pouvoir, notamment parce qu'on a beaucoup de difficultés à prescrire ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, à part les gens qui font de la sécurité routière où on peut leur donner des quotages, il faut que tu me donnes tant de tickets. Tu te vas à telle intersection, puis tu vas me donner tant de tickets aujourd'hui. Parce que là, tu sais que de toute façon, il y en a plein des voitures qui vont pas respecter. Donc mais sinon, tu peux pas dire un policier aujourd'hui, tu réponds à 2 demandes, à 2 appels pour violence conjugale, tu peux pas savoir ce qui va t'arriver. Et deuxièmement, les policiers ont une énorme autonomie d'action. C'est-à-dire que sur le terrain, les policiers ont plein de capacités d'agir ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés, on n'a qu'à faire du vélo à Montréal pour se rendre compte, ou même être piéton, puis se rendre compte que le nombre de fois que tu passes devant un véhicule de police en ayant commis une infraction, parce que t'as pas fait ton stop à vélo, là. Les policiers, ils vont pas te sauter dessus à chaque fois, quoi. Même c'est rare. Mais parce qu'ils ont le droit, en fait. Ils ont le droit de t'arrêter, mais ils le font pas forcément. Comme quand ils t'arrêtent en voiture, puis que ils te sermonnent. Ils te disent c'est pas bien la prochaine fois, mais ils ont le droit. Ils ont beaucoup d'autonomie d'action. C'est une caractéristique très importante. C'est un pouvoir policier qui est très fort, mais qui rend en fait la capacité qu'ont les hiérarchies policières à imposer des trucs difficiles, parce qu'en fait ils sont en mesure de négocier, de s'adapter aux exigences qu'on leur pose, etc. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais il faut bien comprendre que c'est le cas dans toute organisation. La base a toujours un pouvoir, il faut négocier. Mais dans la police, ce pouvoir-là est très puissant. C'est un sociologue français qui appelle ça l'inversion hiérarchique. Pour dire que, en fait, dans la police, c'est quelque part le bas qui dicte au haut ce qu'il doit faire. Mais c'est une idée vraiment intéressante, parce que ça veut dire aussi que la police n'a pas nécessairement d'impact sur la criminalité. Parce que je veux arriver à cette idée. Ça c'est un autre. Mais ça c'est une autre question. Oui, sauf que si. Oui, c'est une autre question. Mais reste que la marge de manœuvre des policiers, puisqu'ils peuvent interpeller ou non, n'a pas d'impact sur la criminalité en tant que telle. On peut penser que beaucoup de policiers vont pas nécessairement réduire. Normalement, pas tant que ça. Alors, il y a un certain nombre. Parce que je veux qu'on arrive à réfléchir ensemble à des solutions. Des solutions, ok. Oui. Alors, je dirais que peut-être que je reviendrai en arrière, puis après on ira sur la question de parce que ça c'est une des raisons pour lesquelles en fait c'est très difficile d'agir sur la police, sur le fait que on croit qu'elle a de l'impact sur la criminalité. C'est ça. Mais disons que pour revenir à tout ça, donc revenons à Montréal-Nord. On sait effectivement qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le profilage racial dans la police. Alors, c'est sûr que jusqu'à présent, puis quand je dis jusqu'à présent, c'est depuis aussi longtemps qu'on s'est dit qu'il fallait agir, on fait exactement toujours la même chose. Formation, recrutement. Non, et recrutement, c'est 2 choses. D'une part, des policiers qui sont un peu moins mindés cow-boys. C'est ce que... on peut les filtrer. On essaye, mais ça marche pas très bien. C'est ça, c'est un des éléments du PDQ-39, c'est des jeunes policiers. Donc on a des jeunes policiers. Qui n'habitent pas le quartier où ils travaillent. Ça, c'est la grande majorité des policiers. Malheureusement, les chartes. Mais c'est pas le cas de Fadi Daguerre, parce que lui, il habite à Montréal. Non, mais dans les années 60, Jean Drapeau exigeait que les employés de la ville habitent à Montréal. Mais les chartes des droits et libertés, là, ça serait à valider. J'ai un souvenir d'avoir lu ça, que c'est les chartes qui ont fait en sorte. C'est correct aussi, parce qu'après ça, il y aurait eu de l'abus. Mais reste que, on peut quand même réfléchir, un policier qui n'habite pas où il travaille, ça ne peut qu'avoir une... En tout cas, ça favorise pas une vie, ou en tout cas... Donc,
Ouais, là, puis là, le dit à Montréal-Nord, c'était le cas, c'est des jeunes policiers qui dénigraient Montréal. Oui, c'est ça encore plus. Ça, c'est vraiment problématique. Ouais. Non, c'est très problématique. Ouais. Ça, c'est pire que... En gros, t'as un peu envie de leur dire... T'as le droit d'aller à Montréal, mais t'as pas travailler ailleurs. Ils sont pas policiers à Montréal. Il y a des polices partout. Tu peux travailler ailleurs. Non, en plus, ils vont à Montréal-Nord en grande partie parce qu'il y a de l'action là-bas. Ah, c'est ça. C'est parce qu'il y a des pour quartiers... des cowboys, c'est parfait. Oui, parce qu'il y a des quartiers dans lesquels tu fais rien, quoi. Ouais, non, je veux dire, tu fais une arrestation tous les 6 mois, quoi. Puis c'est très pépère. Puis quand t'es un jeune policier, je veux dire, normalement, tu te dis, je vais aller là où il y a de l'action, donc tu vas dans le centre-ville de Montréal, tu vas là où il y a Montréal-Nord, tu vas dans des quartiers comme ça. Pas Westmount. Ouais. Surtout pas. C'est encore plus genre les pointes de l'île, quand t'es vraiment dans les quartiers très 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 résidentiels. Oui. Où là, il y a Dorval ou Beaconsfield. C'est relax, quoi. Je veux dire. La criminalité se passe dans les maisons, quoi. Tu la vois pas, quoi. C'était pas. Donc donc ça, c'est effectivement ce qu'on fait pour revenir à la lutte. C'est le dernier plan d'action qui date du mois de mars du SPM, c'est la même chose. C'est formation, recrutement, rapprochement avec la communauté. Donc, et on veut le rapprochement avec la communauté, le recrutement et la formation. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut agir sur les individus qui composent la police pour qu'ils changent leur manière de voir, leurs préjugés. C'est exactement ce que fait derrière avec son programme où les jeunes policiers, tu passes un mois dans la communauté, ce qu'il a mis à Longueuil. Tu vas jouer au basket avec des jeunes noirs. Tu vas apprendre tu vas réduire tes préjugés, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les études en psychologie sociale, c'est les préjugés, c'est l'hypothèse de contact. Donc, tu crées des contacts entre des groupes qui ont des préjugés les uns vers les autres pour que ces préjugés diminuent. Puis, les études nous montrent que ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche uniquement si ces contacts sont répétés, constants, puis sont inscrits sont structurellement inscrits dans tes pratiques. Et alors que là, si tu fais un mois au début de ta carrière, puis qu'après, c'est fini. Ça marche pas du tout, en fait. Et c'est intéressant parce que quand tu parles aux policiers, ils sont assez à fond pour ce genre de choses. Puis ils t'expliquent. Et la raison pour laquelle ils sont avec ça, c'est pas qu'ils disent ça nous permet de réduire nos préjugés. C'est qu'ils veulent réduire les préjugés de la population envers eux. C'est ça. Et parce qu'eux, ils disent le problème, c'est pas nous qui produisons du discrimination raciale, c'est eux qui nous croient qu'on aime des mauvais policiers. C'est ça le problème qu'il faut régler. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on est à des années-lumière de résoudre le problème. On est comme, on gère les perceptions. Oui, puis là, c'est pas ça le vrai problème de ce qu'on voit. Mais ce qui est important aussi de noter, donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 30, 40 ans, avec aucun succès. C'est-à-dire que le PDQ 39, Montréal-Nord, ce qui se passe maintenant, c'est un constat d'échec ahurissant. Des jeunes policiers qui sont là, qui auraient dû justement être les policiers le futur de l'organisation. C'était le futur de l'organisation. Pas de toute l'organisation, d'une partie de l'organisation. Et donc, on sait que ça marche pas bien, ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas vouloir améliorer le recrutement, la formation, etc. Ça veut pas dire que d'avoir une police plus représentative de ta population, c'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça qui va tout changer. Et je crois que c'est là où on est aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que ce qu'on doit arrêter de faire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir changer la culture en changeant les gens les uns après les autres, un par un. Je vais te changer tes valeurs ou tes normes. Non, ça marchera pas. Donc, faut s'attaquer aux pratiques. Ce qu'il faut faire, c'est se dire quelles sont les pratiques policières, les pouvoirs de la police, les choses que fait la police, les choses qu'on demande à la police de faire éventuellement aussi. Donc, tous ces choses qui produisent des dynamiques structurelles, qui structurent l'action de la police, c'est quoi qui produit des discriminations raciales et qui sont absolument injustifiables du point de vue de la sécurité publique. Parce qu'on peut toujours dire, il y a peut-être des discriminations, mais là, c'est hyper important pour la sécurité publique. C'est leur argument aussi. Et c'est à ça qu'on doit s'attaquer. Ça ne veut pas dire ne pas s'attaquer à la culture. Ça veut dire aussi s'attaquer à la culture parce que si tu changes les pratiques, tu changes la culture. Le fait de croire que la culture, c'est un sens, c'est que la culture détermine l'action, c'est faux. La culture détermine l'action et l'action détermine la culture. Si tu interagis, les policiers vont te dire souvent ça quand tu leur parles, c'est qu'ils te disent oui, mais vous pensez, quand tu leur demandes justement est-ce que les Noirs sont plus criminels, ils pensent ils disent mais écoute, viens me voir avec moi une fois, puis tu verras c'est quoi les circulaires, les flyers que je reçois le matin là, quand je démarre mon quart de travail là. Puis tu verras, c'est que des personnes arabes et des personnes noires. Il y a un blanc de temps en temps qui traîne là-dedans. C'est pas moi qui les invente ça, mais
effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, si tu construis en fait à travers des actions, t'interpelles des jeunes, les jeunes ils t'envoient chier parce qu'ils en ont marre de se faire interpeller. Tu te construis dans ton action en fait un rapport qui va complètement influencer qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Et donc il faut s'attaquer aux pratiques. C'est pour ça que nous je dis les collègues de l'équipe de recherche et tout ça, dans notre dernier rapport, on s'est dit faut un moratoire. Faut que... Ce que la mairesse de Montréal demande aussi. Est ouverte. Alors, elle ne demande pas encore parce qu'elle dit que... Malgré le fait que son conjoint a été interpellé. Puis là, tout le monde est un peu... Alors, moi, j'ai trouvé ça hilarant parce que tout d'un coup, c'était quelqu'un en position de pouvoir qui elle-même est racisé. Son conjoint... Puis là, c'est comme... Mais oui, c'est pas... Son conjoint, c'est pas un membre de gang de rue. Non. C'est pas... Enfin, je crois pas. Je connais pas, mais... Non. Il est... Non, il se fait... C'est juste parce que, il doit conduire une voiture, j'imagine, relativement luxueuse. Et puis, peut-être qu'il a des fois une casquette, et puis il a la peau noire, et puis qu'il doit pas paraître... Mais malgré ça, la mairesse ne va pas jusqu'à... Parce qu'en fait, elle dit qu'il faut pas qu'elle se mêle, c'est la politique, elle n'a pas le droit de dire à la police que... Mais en fait, la vérité, c'est que c'est faux. C'est-à-dire que oui, il faut qu'il y ait une distance entre la politique et la police, c'est évident, c'est une question de démocratie. Mais par contre, le fait qu'elle prenne cette parole-là, à mon avis, c'est quand même pas juste symbolique. C'est quand même assez fort, ça dit, moi, je suis ouverte à l'idée. Moi, je sais même pas si Fadi Daguerre est contre l'idée. Hein. Mais l'affaire, c'est que... Puis je vais en revenir, là, je suis fatigué avec ça. La relation entre les services policiers et la criminalité. On a des élus qui sont redevables des citoyens, qui, eux, lisent les journaux. Les journaux disent qu'il y a de l'insécurité, il y a de la violence. Les élus doivent être sensibles à ça pour être réélus. Et ça explique que, entre autres, Ensemble Montréal est pour les caméras corporelles depuis 2020. Projet Montréal, qui est un parti progressiste, a accepté les dépassements du budget du SPVM à chaque année sans rien dire. Alors, on met... Puis là, on lit encore dans les réseaux sociaux que la police est mal financée. C'est une blague. C'est une blague, oui. C'est une blague totale. Ils roulent sur l'or, là, sur le plan du budget. Là. Oui, à Montréal, c'est depuis 25 ans, depuis au moins 25 ans, Montréal, c'est la ville... Elle fait partie du top 3 des villes avec le plus de policiers par habitant au Canada. Bon. Donc, c'est 11% du budget de la ville, le SPVM. Donc, c'est complètement... Alors, comment on peut réfléchir à changer des pratiques quand on est encore persuadé que si on finance encore à chaque année plus de millions, ça va faire baisser la criminalité, alors que... Qu'est-ce que dit la science, les recherches par rapport à ça? C'est la grande tension. En fait, le problème, effectivement, c'est que dès le moment où tu dis, par exemple, arrêtons les interpellations, ou arrêtons l'article 636 du Code de la sécurité routière qui permet d'intercepter un véhicule sans avoir de motif, juste à des fins de vérification, les policiers, le premier truc qu'ils disent, on nous enlève un outil hyper important pour la sécurité publique. Ça nous sert à assurer la sécurité routière ou la sécurité des citoyens. Et donc, ça va avoir un impact sur la sécurité publique. Et là, tout de suite, les gens sont comme « Oh là 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 ». Et donc, on va aller jusqu'en Cour suprême pour contester la décision de... Ce que la CAQ a fait. Voilà, exactement. On va s'opposer au moratoire sur les interpellations. On va mettre fin à la réforme sur les règlements municipaux qui avait été amorcée par Valérie Plante pour justement lutter contre les discriminations raciales et sociales, le profilage racial et social, parce que c'est aussi un outil, les incivilités, les règlements municipaux. On va mettre fin... Parce qu'au nom de la sécurité publique, en disant non, mais pas dans actuellement, il y a plein de problèmes de sécurité, c'est pas le temps de faire ça. Faut laisser ces outils aux policiers. Et la raison pour laquelle, effectivement, on associe à ça, c'est on a beaucoup de difficultés à lutter contre, c'est parce qu'on est complètement persuadé que la police contrôle le crime. Que c'est elle qui nous protège, que c'est cette mince ligne bleue qui sépare l'ordre du chaos. Et que le jour où la police disparaît, c'est l'explosion. La ville est à feu et à sang, quoi. Alors, mais ça, est-ce qu'on peut dire que c'est faux de penser ça? Alors bon, c'est difficile. On n'a pas fait disparaître la police. À chaque fois, on nous dit non, mais il y a eu une grève des policiers il y a très longtemps jusqu'à ce qu'on interdise la grève aux policiers. Puis il y a eu une explosion des cambriolages, des braquages de banques, des cambriolages pendant quelques jours, le temps que ça a duré. Puis là, on dit regardez. Alors c'est sûr que oui, c'était cambrioleur, puis que la police fait grève. Tu dis bon bah. J'avais prévu ça pour le mois prochain, mais là, je pense qu'on va devancer un tout petit peu notre truc parce que tant qu'à faire, on va y aller plus haut. Mais concrètement, non. Alors, ça, c'est un truc qu'on sait, c'est que la recherche nous le montre. La police a un impact minime sur les taux de criminalité. Très faible. C'est-à-dire que la police ne contrôle pas le crime. Lorsque vous regardez les grandes
les grandes tendances en matière de taux de criminalité, on a sur des décennies en fait au Canada, de 1960 à 1992 à peu près, le crime augmente. Presque non-stop, chaque année. Donc, les taux de crime, ça crée de la panique, c'est la tolérance. C'est la même chose aux États-Unis. C'est pour ça qu'il va y avoir la tolérance zéro, qu'il va y avoir tout ça, parce que en fait, ça devient un objet très très politisé, parce qu'on dit quand est-ce que ça va s'arrêter l'augmentation du crime. En fait. Puis à partir de 92, ça commence à redescendre. Jusqu'à peu près la moitié des années 2010, où là, on a une stabilisation qui nous ramène aux années 70 environ. À peu près mi-70. Alors, si la police contrôle le crime, ça veut dire que de 1960 à 1992, la police était plus nulle année après année. Ils en faisaient de moins en moins, ils mangeaient de plus en plus de donuts, puis ils étaient de plus en plus gros, puis ça a été de plus en plus difficile de lutter contre le crime. Et en 92, là, ils ont appelé un coach sportif. Fadi Donut. Non, je sais pas. Quelqu'un est arrivé et dit, ça suffit. Hey les gars, au boulot. Vous avez vu les chiffres? Oh merde. Et là, ils couraient mieux. Et là, ils se sont... Évidemment, c'est ridicule. C'est pas ça les taux de criminalité. Alors, ça ne veut pas dire que la police a aucun impact. La police peut avoir des impacts très spécifiques, etc. Mais elle ne contrôle pas le crime. Et c'est un chercheur américain qui parle de ça, qui s'est intéressé un peu à la théâtralisation du travail de la police dans les années 70, puis qui dit justement c'est le paradoxe dramaturgique de la police. C'est-à-dire qu'à la fois, elle doit absolument mettre en avant le lien qu'il y a entre police et taux de criminalité, parce que c'est ce qui lui donne la légitimité. C'est la raison pour laquelle on permet à la police d'avoir les pouvoirs qu'elle a, qu'elle a le droit d'avoir une arme, qu'elle a le droit d'arrêter les gens, qu'elle peut avoir des mandats pour accéder à des choses qui sont normalement du droit de la vie privée, qu'elle a etc. le droit de dépasser ses budgets année après année. Elle a le droit de rouler n'importe comment sur la route, au nom de la sécurité, parce qu'elle nous protège. Et c'est au nom de cette capacité à lutter contre le crime qu'on lui donne tous ces pouvoirs-là. Sa légitimité vient de l'affirmation que la police lutte contre le crime. Et en même temps, qu'elle doit mettre cette chose de l'avant. Elle doit absolument le cacher un peu pour éviter que si on regarde de trop près, on se dit mais en fait, pas tant que ça en fait. Que la raison pour laquelle la majorité des gens respectent la majorité des règles la majorité du temps, c'est pas parce qu'il y a des policiers, c'est parce qu'on a été éduqués comme ça, c'est parce que l'école nous apprend ça, notre famille nous apprend ça, les enfants, quand il y a des règles, tu respectes pas les règles, il y a une conséquence, on t'apprend à respecter les règles, on t'apprend le contrôle social, la société elle en produit partout, les institutions en produisent plein, et la police c'est une forme de contrôle social qui est assez marginale dans le volume de tout le contrôle social. Et pas si efficace. Mais non, parce que dans le fond, oui, il y a des trucs que tu dis, non, mais là, je n'ai pas envie d'avoir les conséquences pénales. Puis c'est pas juste la police, c'est le système pénal. Mais globalement, c'est pas ça qui... Et donc on est dans un... Mais comme on a cette croyance, c'est par contre, même si la science sait que c'est faux, que la police prévient pas le crime, que la plupart des policiers... Je pense qu'il y a plein de policiers qui savent que c'est pas tout à fait vrai. La population est complètement convaincue. Ah, vraiment? Puis nourrit. Oui. Je ne vais pas faire une fixation sur les médias, mais je me rappelle, je pense que c'est au début du printemps, ou peut-être milieu de l'hiver. Il y avait un texte dans la presse qui était paru où on se rendait compte que dans le fond, les crimes graves ont diminué. Et Fadi Daguerre avait même dit, on le sait que c'est vrai, mais les gens ont le sentiment que c'est une ville violente, on n'a pas le choix de répondre à ce sentiment. C'est quand même débile. Oui, mais là-dessus, je vais faire une petite nuance. C'est parce que le sentiment de sécurité, c'est vrai que c'est absurde de se dire on va pas se battre pour améliorer un sentiment de sécurité. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais en même temps, le sentiment de sécurité, il participe directement au bien-être des gens. C'est-à-dire que si tu es dans un sentiment d'insécurité continue, c'est pas bon. Sauf que actuellement, par exemple, s'il y a une population qui vit beaucoup d'insécurité, comme c'est à Montréal-Nord. Non, pas seulement à Montréal-Nord, par la police, c'est vrai. Mais je pensais à la population itinérante. Voilà, une population dans une situation d'insécurité continue, objective et subjective, c'est-à-dire et pour lesquels on devrait mettre beaucoup d'argent pour améliorer leur et en fait, ce qu'on en voit, c'est souvent des policiers. Parce que leur budget est absolument monstrueux, parce que au lieu de les prendre en charge, ce qu'ils se font, c'est qu'ils sont mal pris en charge par le système, ils produisent des appels à la police, et donc les policiers répondent à ça en sachant très bien qu'ils ne servent à rien. Moi j'en veux à la population relativement aisée qui peut entretenir un sentiment qu'elle n'est pas en sécurité, parce qu'elle le lit dans les chroniques, mais tout ça n'est pas basé sur la réalité, parce que même le chef de police dit
qu'il y a moins de crimes violents. Oui, tout à fait. Mais quand nous, on avait proposé le moratoire, la conférence de presse de Fadi Daguerre à sa conférence de presse, quand il dit on ne va pas suivre le moratoire, il dit un truc, il dit exactement, pas exactement la phrase, mais je vais le paraphraser, mais c'est vraiment, en termes de contenu, c'est ce qu'il dit. Et il dit, je ne veux pas mettre le moratoire, puis que l'été prochain, il y a des crimes spectaculaires qui arrivent, puis on va dire c'est parce qu'on n'a pas... Et je sais que ça ne va pas être à cause de ça. Mais c'est ça qu'on va dire. C'est ça. Et c'est ça. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, effectivement, dès le moment où tu es persuadé que la police, c'est la raison principale pour laquelle le crime est contrôlé, dès le moment où tu commences à vouloir enlever un peu de police ou enlever un peu de pouvoir à la police ou de capacité d'action de la police en général, les réactions sont extrêmement vives. Et là, tout le monde est comme genre non. C'est le racisme, le profilage racial, c'est pas le fun. Mais c'est le prêt à payer pour qu'on se sente en sécurité. Dans le fond, c'est ça que socialement. Et en fait, c'est vraiment... mais c'est ce qui ressort. On a fait aussi une étude là, sur les discours publics dans la presse écrite, en fait. Sur le racisme policier, on a étudié 20 ans du Journal de Montréal, Le Devoir et The Gazette, avec deux étudiants, Gabriel et Samuel. On a étudié, on a analysé tout ce qui se disait, puis on s'est intéressé, c'est quoi comment ils parlent en fait de ça. Puis il y a plein les stratégies en fait de minimisation de déni, etc. Puis on observe, alors effectivement, il y a la pomme pourrie, ça c'est le classique, l'individualisation de problème, c'est pas un problème généralisé, c'est un problème à quelques personnes. Il y a quand même un progrès. On est rendu au panier. Au panier, j'ai quand même le je crois pas que c'est un progrès, c'est juste un constat, ils peuvent pas faire autrement. Ils sont trop nombreux, les pays. Il y a 16, c'est trop pour invoquer la pomme pourrie. Ils sont comme, là, on peut pas. Ça va être le panier. En plus, 16, la même équipe. Hein, c'est pas 16 dans toute l'organisation, là, ça serait des Donc, c'est le panier. Donc ça, c'est un truc. Mais un autre argument, alors il y a d'autres stratégies, ils disent, on fait déjà beaucoup de choses. Donc c'est le déplacement, on a tellement mis de mesures. Non seulement on n'a pas de problème de racisme, vraiment, c'est juste... Mais on fait des choses. Mais en fait, on fait plein de choses déjà. Mais un des autres trucs qui est mis de l'avant aussi, c'est la stratégie, c'est de dire, vous êtes en accusant la police à tort d'être raciste, vous êtes en train de fragiliser la sécurité publique. Ce que vous produisez, en fait, c'est que vous produisez soit des mesures qui réduisent nos pouvoirs à nous, soit vous produisez du désengagement chez les policiers parce qu'ils en ont marre d'être accusés d'être racistes et ils sont démotivés et ils se désengagent. Et ce désengagement, ça va nuire à la population générale, ça va nuire à votre sécurité publique. Et cet argument est très fort, parce qu'à nouveau, des gens se disent, dans l'imaginaire collectif, le nexus police-crime, il est tellement cimenté, puis c'est pas juste les médias, c'est toute la fiction. C'est un genre cinématographique, c'est un genre littéraire dans lequel il y a un combat, c'est une lutte, le bien, le mal, et généralement, c'est le bien qui gagne, c'est la police, mais c'est construit comme ça, et on est habité par cette idée-là, en fait, que les policiers, c'est la solution à... Or, ce n'est pas du tout les producteurs numéro 1 de sécurité publique dans une société. On voit bien l'insécurité, le sentiment d'insécurité des Montréalais qui est affecté bien plus par l'itinérance, qui n'est pas, c'est pas d'un crime. Non. Je veux dire, oui, ils commettent sûrement plein d'infractions à des agents municipaux, hein, mais ce n'est pas un crime. Et le problème de l'itinérance, ce n'est pas en donnant des tickets que tu le règles. Et donc... Par exemple, si on réduisait la population itinérante de moitié, on aurait un impact sur la sécurité publique énorme par rapport à ce que peut faire la police. Mais il faut revoir toute la pratique de la spéculation immobilière. Et ça, c'est un autre, Mais ce que je veux dire par là, c'est que la police, c'est pas du tout le seul moyen pour répondre à des problèmes de sécurité. En fait. Pour l'instant, il n'y a pas de commission d'enquête publique dans les cartons? Non. Là aussi, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas fermés à l'idée. Moi, je pense que c'est très important parce que ce qui est important de comprendre, c'est que le PDQ 39, c'est très grave ce qui arrive là-bas, mais c'est pas la raison pour laquelle on a vu. C'est pas ça qui explique les chiffres qu'on a dans nos recherches. Non, c'est ça. Parce qu'il y a un piège aussi de se dire si on règle Montréal-Nord, on règle le problème. Parce que les chiffres étaient accablants avant ça. Là. Avant qu'on sache ça. Là, tout à fait. Par rapport aux interpellations. Mais il y a deux choses qu'on peut dire de là. D'une part, c'est que les disparités qu'on observe pour la population noire à Montréal-Nord, elles sont... Montréal-Nord, c'est pas le quartier où il y a les plus de disproportions. Alors, c'est aussi lié au fait que la population noire est tellement importante que c'est difficile de faire des énormes disproportions. Mais, par exemple, le plateau Montréal, où il y a beaucoup de bars, un noir a 15 fois plus de risque de se faire interpeller qu'une personne blanche. 15 fois? 15 fois, c'est le maximum qu'on avait dans nos données. Quand on enlève les personnes qui
qu'on prend que les personnes qui résident dans le quartier, ça diminue beaucoup parce que c'est beaucoup des gens qui sont dans les bars et tout ça, qui sortent le soir. Mais c'est quand même à 7 fois. C'est quand même le plus élevé et c'est énorme. Donc, un noir qui habite au plateau a 7 fois plus de risque de se faire interpeller qu'un blanc qui habite sur le plateau de Montréal. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, en 2014 et 2017. Bon. Après, le problème est sûrement réglé selon la police. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que le problème, il est pas circonscrit ni à Montréal, ni dans le quartier de Montréal-Nord, mais encore ni dans la ville de Montréal. Là, on a des données, on vient de sortir un dernier petit rapport, en fait, dans lequel on est allé, parce que le ministère de la Sécurité publique, suite à notre premier rapport, un des trucs que le gouvernement a dit, c'est qu'ils allaient dorénavant collecter les données d'interpellation de tous les services de police à l'échelle de la province et rendre publiques ces données-là. Pour qu'on puisse... Et la première fois qu'ils l'ont rendu public, c'était en novembre 2025 pour les données de 2024. Et donc là, nous, on était en train de les réanalyser, on était en train d'écrire une sorte de rapport de suivi quand Montréal-Nord est arrivé. Donc là, on l'a fini très vite en disant on va le rendre public parce que c'est important vu le contexte. Et là, on observe que, par exemple, il y a des chiffres dans des villes qu'on n'avait jamais eues, comme Laval, par exemple. Puis on voit que les disproportions sont très importantes aussi à Laval. On voit qu'à Montréal, la situation a complètement, malgré toutes les actions qui ont été prises, malgré les rapports, malgré les prises de position de la direction, malgré les efforts qui sont peut-être pour une partie d'entre eux sincères, j'en sais rien. Non seulement il n'y a rien qui change, mais par exemple la population arabe, ça empire. Ils sont passés en 2014 de moins de 6% de toutes les interpellations à presque le quart maintenant. Donc et on voit la tendance, elle est comme elle est non-stop en fait. C'est une population qui est de plus en plus ciblée. Donc ça pose plein d'enjeux. On n'est pas dans une situation d'amélioration. C'est pas un problème circonscrit à Montréal-Nord. Et puis le problème, en fait, c'est pas juste des policiers ouvertement racistes. Parce que ça, à nouveau, si c'était juste ça, des policiers ouvertement racistes, ça se voit. Ça se détecte. Pas si bien que ça, faut croire, parce qu'ils ont réussi à s'organiser suffisamment longtemps pour être connus par d'autres personnes, pour faire du mal sur une longue période. Et donc ça, c'est vraiment très problématique. Ça demande de réviser complètement en interne leur manière de détecter les déviances des policiers. Ça, c'est vraiment très inquiétant. Mais c'est pas ça qui explique les disproportions qu'on observe. Ce qu'on observe, ces disproportions, c'est des policiers qui pensent qu'ils sont pas racistes, qui commettent aucune discrimination raciale, qui sont capables de te justifier toutes les interventions qui sont faites. Que si tu es à côté d'eux, ils vont te dire... Le mari de la mairesse de Montréal, qui, selon la mairesse, a été interpellé 5 ou 6 fois l'année passée. Les 5 ou 6 fois, c'est probablement des policiers différents. Et les 5 ou 6 fois, les policiers, tu leur poses la question, ils vont te dire non, mais j'ai une raison de le faire. Puis il va te la donner. Puis il va dire je le fais. Puis il n'a pas l'impression de commettre un acte raciste. Le mari de la mairesse de Montréal, il se dit là, quand même, 5-6 fois. Moi, ça m'a. Mes amis blancs, éventuellement, ça leur arrive. Jamais. C'est ça. Et les données le montrent. Et donc, ce problème-là, c'est là aussi, c'est pour ça que la formation, vouloir changer les individus, ça sert à rien parce que les gens se disent mais non, mais on n'est pas raciste. C'est ça. On l'est pas. On n'est pas les gens du PDQ 39. Il y en a malheureusement. C'est grave ce qui arrive au PDQ 39. Mais nous, la majorité des policiers, on n'est pas eux. On n'est pas des cow-boys. Ça change racistes. rien sur le terrain, en tout cas pour les personnes racisées. Ce qu'il faut faire, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est que à nouveau je reviens, il faut s'attaquer aux pratiques. C'est-à-dire qu'il faut dire l'interpellation, c'est une pratique qui est scientifiquement prouvée comme étant discriminatoire, qui a été même jugée par la Cour supérieure du Québec comme discriminatoire, qu'on a condamné la ville de Montréal. Faut qu'elle cesse. Ou faut qu'en fait, nous on dit, elle peut être justifiée que par ce qu'on appelle le soupçon raisonnable, c'est une norme juridique, ou par la conduite d'une enquête criminelle en bonne et due forme. Donc il y a une enquête criminelle et puis tu fais... Ça c'est correct. Mais sinon... juste pour aller à la pêche, juste parce qu'il y a un truc que tu trouves suspect, juste parce que tu te dis je vais voir, juste parce que tu as le temps. Tu dis j'ai rien d'autre à faire. Parce que tu penses pas grand-chose. Donc j'y vais. Mais moi je me dis non, là non, parce que ça sert à rien. D'un point de vue de la sécurité publique, il n'y a aucune étude qui nous montre que ça sera quelque chose. En fait, les études nous montrent plutôt que ça n'a pas vraiment d'impact sur les taux de criminalité. Et deuxièmement, ça produit des discriminations raciales. Donc stop. Et après ça, mettons Moratoire. Il faudrait viser toutes les autres pratiques. Puis je pense que la question des incivilités, puis réviser les règlements municipaux, c'est super important. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que on a tous des préjugés. Et des préjugés raciaux. Donc on a tous la capacité à produire des discriminations du fait de nos préjugés qui sont souvent inconscients, qui produisent des...
Et la question qui se pose, c'est pas tant comment on diminue nos préjugés, parce que ça, c'est super compliqué. C'est difficile. Ouais. Ce qui est plus important, c'est de se dire comment tu réussis à empêcher des préjugés de se transformer en action, c'est-à-dire en discrimination. Comment éviter qu'elles s'actualisent dans une intervention. Ouais. Et dans la science, on sait qu'il y a 3 conditions, il y a 3 contextes qui favorisent l'actualisation d'un préjugé en action. Ouais. C'est l'urgence. Donc, quand tu es dans une situation où tu dois agir très vite, il y a plus de chances que tes préjugés embarquent, si tu veux, vont influencer ton action. L'ambiguïté. Quand il y a une situation où c'est pas clair si tu dois intervenir ou pas, là, il y a plus de chances que les préjugés influencent ton action. Et l'autonomie d'action. Plus tu as le choix d'y aller ou pas. L'interpellation, c'est un truc ultra ambigu, parce qu'il n'y a pas d'infraction en amont. C'est ultra discrétionnaire, parce qu'en fait, le policier, s'il n'intervient pas, tout le monde s'en fout. Personne ne le saura jamais. Personne va Tu réponds pas à un appel, puis il se passe un truc, on va te le faire payer. On va te tenir responsable de ne pas avoir répondu. Tu fais pas une interpellation alors qu'il n'y a pas eu d'infraction détectée, c'est comme personne va le savoir. Et donc, c'est une pratique, très clairement, qui produit beaucoup de discrimination. Mais les petites incivilités, les règlements municipaux, c'est pareil. Il y a énormément de discrétion policière là-dedans. Un policier, là, à nouveau, les petites infractions, il a une énorme capacité de dire j'y vais pas. Une des solutions serait de préciser la justification du travail des policiers à toutes les interventions. Moi, je crois qu'il faut réduire la capacité d'action de la police. Ça. Et quand je dis ça, évidemment, les policiers disent « tu vas nuire à la sécurité publique ». Là, je vais dire « non, parce que vous n'avez pas un impact énorme, de 1 ». Puis 2, la lutte contre les incivilités, les règlements municipaux, pour lutter contre le crime, en fait. Ça a été présenté, la théorie qui défend l'idée que ça sert à lutter contre le crime, c'est la théorie de la vitre brisée, qui n'est pas une théorie scientifique, qui a été inventée par 2 chercheurs, effectivement des criminologues très conservateurs, dont un particulièrement raciste, Wilson. Il faut le dire, c'est vraiment il était épouvantable. Et qui sont une théorie, entre guillemets, je mets vraiment ça entre guillemets, c'est pas une théorie, c'est pas du tout validé scientifiquement. C'est même un peu débile d'un point de vue de la logique, de croire en fait que des petites infractions, si tu les punis pas, des petites déviations, ça va ouvrir la porte à ce qu'on en commette des plus grosses. C'est comme l'idée que si tu commences à fumer du pot, tu vas faire de l'héroïne. Exactement. Comme si c'est des pratiques qui ont la même dynamique sociale qui est derrière. Tuer quelqu'un, c'est la même chose que jeter ton papier en dehors de la poubelle. C'est la même logique quelque part. Il y a un lien de parenté. T'es comme non. Prendre de la drogue, ça n'a aucun rapport avec tuer quelqu'un non plus. Décider de faire une fraude fiscale, ça n'a aucun rapport avec cambrioler quelqu'un ou faire un vol dans un dépanneur. Ça n'a aucun... C'est des logiques sociales complètement différenciées. Quoi. Tout à fait. Et donc, c'est un peu... cette théorie n'existe pas. Donc, c'est basé là-dessus. C'est basé sur cette idée-là. Mais en fait, on devrait... Il n'y a pas de preuve que si on diminue la capacité d'action des policiers en disant on va enlever des règlements municipaux, genre le flânage. Voilà un règlement municipal complètement aberrant en fait, qui donne une c'est hyper ambigu, c'est quoi du flânage, la discrétion policière est totale, ça donne la capacité des policiers, les policiers ouvertement racistes, ils vont pouvoir en abuser comme ils veulent, et les policiers pas ouvertement racistes vont se retrouver à avoir leurs préjugés qui vont influencer leurs interventions du fait de l'ambiguïté de la discrétion. Donc moi je pense qu'effectivement il faut réduire la capacité d'action de la police, parce qu'évidemment la police accueille très mal, ce que les politiciens veulent pas faire, parce qu'ils n'ont rien à y gagner à court et à moyen terme. Ils voient ça et ils savent très bien que dès le moment où tu fais ça, il y a tous tes adversaires politiques qui vont te blaster au premier. Et le commentariat dans les médias. Mais dès qu'il y aura un événement, ça sera ta mort politique automatique. Et donc c'est très très difficile de dire aux gens attention là, faudrait réduire la police. Alors, ça peut nous amener à la question de justement, parce qu'on pourrait dire il y a certaines personnes qui pensent par rapport au racisme que de toute façon la seule manière de lutter contre le racisme dans la police, ça s'appelle l'abolition. Parce que la police, c'est une institution qui est historiquement raciste, qui a été construite pour produire des discriminations raciales et sociales, pour maintenir l'ordre établi, etc. Et qui, en fait, il n'y a rien à sauver. En fait. Il n'y a pas de réforme possible, on ne peut pas changer les trucs. Alors, bon, moi je n'ai pas un avis
moi, je suis pas un abolitionniste convaincu. Ouais. Moi, j'ai beaucoup étudié la privatisation de la sécurité avant de m'intéresser aux enjeux de discrimination ou de déviance policière. Et je me suis toujours dit, si tu abolis la police, les gens qui sont riches, ils vont juste aller, ils vont aller se fournir du côté de la sécurité privée. Je ne sais pas si ça va être beaucoup mieux. Ouais. Donc, moi, je veux bien que tu abolisses la police dans une société égalitaire, juste, on va dire équilibré, etc. Mais dans une société comme la nôtre actuellement, j'aurais très très peur de la réaction des gens en position de pouvoir, en fait. Mais par contre, ce qui est par contre envisageable, c'est des formes de définancement. Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'on a trop de police dans notre société et qu'on a trop de système pénal. On a des prisons dont l'efficacité aussi, alors c'est un autre débat, ce sera un autre épisode, ça. Qui coûtent une fortune, qui sont dans des états épouvantables et qui font possiblement plus de mal que de bien. On a un système de justice qui est complètement débordé et qui est tellement débordé qu'il arrive dans un système dans lequel on a une justice où il y a de moins en moins de procès parce qu'ils n'ont plus le temps. Donc ils font des trucs comme ça. Donc c'est une justice sans justice. On négocie des trucs et puis c'est une sorte de machine à saucisses dans lesquelles il y a quelques personnes qui vont aller au procès, mais la majorité, finalement, on va négocier une peine. Et puis, on a une police qui occupe, voilà, comme je disais à Montréal, 11% du budget de la ville. 11%, et là, il commence à avoir une conversation sur le fait que les infrastructures vont être à réparer, on n'aura pas assez d'argent, mais il y a cet angle mort-là du budget, la place de la police dans le budget, on l'aborde jamais. Ah non, parce que c'est impossible à attaquer. Et pourtant, 11%, c'est énorme. Et pourtant, c'est ça, c'est que on parlait des dépassements. Effectivement, il y a des années où ils font 40 millions de dépassements de budget. 40 millions. C'est épongé automatiquement. Non, mais surtout, c'est que si tu mettais ces 40 millions juste là, dans la lutte alors, c'était pas la prérogative de la ville, mais la lutte à l'itinérance, ça cote absolument pas à 40 millions. On en est très très loin. Et donc on a plein d'organismes qui luttent contre l'itinérance, et l'itinérance, c'est de l'insécurité pour les personnes itinérantes, qui sont des citoyens, qui sont des citoyens qui ont des droits, qui devraient être pris en charge et logés. Et en fait, on les laisse dans une insécurité monstrueuse. On leur donne des tickets parce que tout ce qu'on leur a à offrir comme service public, ça s'appelle la police. Puis les policiers, ils y vont pas en se disant c'est notre boulot. Les policiers, tu leur parles, ils sont tous en train de dire on devrait pas aller là. Mais non, on sert à rien. Mais on est la poubelle de l'État. Quand l'État a rien, il sait pas à qui donner un truc, il nous le donne à nous. Ce qui est un peu vrai. Et comme il y a personne pour s'occuper et la majorité des appels qui mobilisent la police, c'est des problèmes de vulnérabilité sociale, problèmes de santé mentale, itinérance, ce genre de choses. C'est pas la police. C'est le filet social qu'on a aminci depuis des décennies de politique néolibérale. Et à aucun moment, la police est la réponse à ces problèmes-là. Alors qu'on a des organisations communautaires qui pourraient. Et qui sont. Mais qui le font déjà. Mais qui reçoivent des financements qui sont pas pérennes, qui ont des travailleurs sociaux, c'est genre 3 travailleurs sociaux, c'est le salaire d'un policier, quoi. Moi, je dis pas ça genre les policiers ils sont méchants et tout, mais je me dis mais vous seriez même vous heureux, parce que ce qui produit beaucoup de désillusions chez le policier, c'est de se retrouver à devoir intervenir justement dans des situations dans lesquelles ils disent mais c'est pas à moi d'être là. Je suis pas rentré dans la police pour ça. Non, pas pour donner des tickets à des itinérants. Non, c'est ça. C'est pas ça qui m'intéresse. On parle de définancer la police, puis qu'est-ce qu'on ferait avec la criminalité. On oublie aussi que les organisations communautaires on réfléchit à ça aussi. Comment régler les conflits citoyens, comment... Il y a une littérature qui existe aussi, il y a de la recherche, et on pourrait la solliciter. Mais oui. Solliciter ce savoir-là pour apaiser les craintes des gens qui disent « Ouais, mais là, si on définance la police, on va se faire... Il va y avoir des intrusions de domicile partout. » Oui, mais les gens avec des problèmes de santé mentale, ils vont régler leurs problèmes de santé mentale et ils vont aller cambrioler les domiciles à la place. C'est ça. Oui. Itinérants aussi. Non, mais je veux dire, il y a un savoir qui existe. Oui. Non, mais c'est surtout... Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut dire par criminalité. Parce que, vous voyez, si tu arrêtes un itinérant parce qu'il a consommé de la drogue dans l'espace public, c'est compté comme un crime. Oui, tout à fait. C'est compté comme... Et est-ce que tu as vraiment... Et si tu arrêtes une personne avec des problèmes de santé mentale qui a commis une violence contre quelqu'un, c'est compté comme un crime.
si tu règles ces problèmes, donc qu'est-ce que c'est qu'un criminel ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on ait toujours cette impression qu'il existe des criminels qui menacent les honnêtes citoyens. Donc, la société est séparée en deux. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les criminels, puis les honnêtes citoyens. Puis il y a les policiers entre les deux qui viennent faire barrière, là, un peu, qui sont comme « Oh, papa, on s'approche pas trop. » Et laissez-les tranquilles. Mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas gentilles, puis qui ont des mauvaises, puis qui font du mal à d'autres personnes, et etc., etc. Puis je remets pas ça du tout en cause, mais la grande majorité de ce qui constitue les chiffres de la criminalité, c'est pas ça. Non. C'est ça. C'est pas cette. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des policiers qui s'attaquent à ça, mais alors arrêtez d'allumer et d'éteindre des feux rouges. Arrêtez d'arrêter des gens parce qu'ils sont mal assis sur leur banc. Arrêtez d'embêter du monde pour des choses niaiseuses qui sont pas importantes. Arrêtez d'interpeller. Les interpellations, c'est des dizaines de milliers d'interventions par année à Montréal. Mais vous avez des dizaines d'interpellations à faire autre chose. Tout à fait. Occupez-vous de notre truc. Et ils ont. C'est là aussi, je trouve que on a tendance en fait à mal comprendre ce que ça veut dire le crime, en fait. Et à imaginer que. Moi, je m'amuse toujours avec mes étudiants. Je leur dis ça veut dire quoi être un criminel quand ils sont en première année là au bac. Et là, ils disent, la première réponse, c'est dire, c'est quelqu'un qui a commis une infraction criminelle. Puis là, je leur dis, c'est qui n'a jamais commis une infraction criminelle ici ? Tout à fait. Puis là, il y a personne qui lève la main. Parce qu'on a tous déjà commis une infraction criminelle, au moins une, bien plus qu'une. Puis là, des fois, il y a des gens qui lèvent la main, je leur dis, vous avez jamais consommé de produits, vous avez jamais consommé de produits illicites ? Puis là, tu vois des mains qui se baissent. Puis après, tu dis, vous avez jamais commencé de produits culturels acquis frauduleusement, en streaming, téléchargé, etc. Puis là, tu vois beaucoup de mains. Puis là, c'est une infraction criminelle. C'est pas un petit. Là, t'es comme, ok. Puis là, je dis alors, est-ce qu'on a par hasard, le hasard de la vie a fait que 100% de cette classe sont des criminels ? Puis là, qui est criminel ici ? Là, il n'y a personne qui est criminel. Il y a personne qui se considère comme criminel. C'est pas ça un criminel. C'est pas quelqu'un qui a commis une infraction. Donc, qu'est-ce que dans toutes les qui sont ces gens auprès desquels la police doit vraiment absolument intervenir. Donc moi, je pense que si tu définances la police et qu'à la place, tu prends cet argent, tu le donnes à des organismes qui vont rabibocher notre filet social, qui vont être en amont des personnes qui, au lieu de tomber en situation d'itinérance, ils vont pas tomber en situation d'itinérance. Au lieu d'être en décompensation parce qu'ils sont pas pris en charge par le système de santé, ils vont être bien pris en charge, médicamentés, suivis, etc. Puis ils feront pas de crise psychotique dans le métro, quoi. Tout ça, tu réduis le nombre d'appels à la police de manière gigantissime, ce qui fait qu'en fait, l'argent est beaucoup mieux investi. Et tu as besoin de moins de police. Tout d'un coup, tu as besoin de moins de police. Et Fadi Daguerre lui-même, quand il est devenu chef de la police de Longueuil et qu'il lançait son programme immersion, il avait dit un truc que je trouvais très intéressant et on devrait le répéter, parce qu'il avait dit « Aujourd'hui, le crime est ultra bas au Québec. Et si on continue d'engager des policiers qui croient que leur mission, c'est d'arrêter des bandits, ils vont être extrêmement déçus de ce qui va leur arriver. Puis surtout, notre raison d'être va disparaître parce que c'est pas la majorité des interventions qu'on fait. Nous, on est face à des personnes qui ont des vulnérabilités sociales, puis c'est à ça qu'on répond. Et donc lui, il voulait transformer ces policiers de Longueuil en sorte de travailleurs sociaux avec des pouvoirs du système pénal, des pouvoirs exclusifs de police, mais qui seraient des travailleurs sociaux. Donc il voulait recruter des personnes qui avaient ce mindset de travail social, ce qui existe dans la police, mais évidemment en minorité. Et donc, c'était ça son idée de transformation de la police. Mais c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, on a des niveaux contrairement à ce qu'on peut quand on lit effectivement les médias et certains opinionneurs de la presse ou des radios et des télévisions, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une explosion, que le crime, c'est l'insécurité, alors que c'est complètement... faux en fait. Mais on a des niveaux de sécurité à Montréal qui sont tellement élevés, même au climax de la crise de la violence par arme à feu là, on était la ville la plus sécuritaire du Canada, quoi. On s'arrête ici.
On s'arrête On ici, a d'accord. beaucoup à réfléchir. Massimiliano Milon, merci. C'était passionnant, vraiment. Encore une fois, je vais me vanter de la communauté des auditeurs de la balado qui est extraordinaire. Et cet épisode-là est issu de cette communauté. Et de nos impôts qui financent l'école de criminologie de l'Université de Montréal où vous enseignez. Et les recherches qu'on fait. Et les recherches que vous faites. Des fonds publics, souvent. Et on va s'en reparler, ça c'est sûr. On va suivre le dossier. Mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci bien. Alors voilà ce qui conclut ce 38e épisode, vrai avant-dernier épisode de la saison 8. On termine la musique, bien sûr. C'est drôle, pendant le montage, il n'y a qu'une chanson qui me venait en tête. Elle n'est pas directement reliée au sujet, mais cet album-là de ce groupe-là est tout à fait inscrit dans ma tête dans cette époque où j'ai découvert pour la première fois la violence policière, et c'était lors des événements de Los Angeles avec Rodney King qu'on a vu. Je pense que c'est une des premières fois qu'on voyait des images citoyennes circuler, pas encore sur Internet, mais dans les médias, d'une violence policière où plusieurs policiers entouraient un homme noir qui était par terre et qui se faisait frappé de façon violente. Et ce groupe-là est apparu à peu près au même moment. C'est le groupe Body Count du chanteur Ice-T, qui est un chanteur de rap, mais qui a toujours rêvé de faire du rock, du heavy metal. Et les chansons de Body Count tournent toutes autour de la violence policière et des problèmes endémiques de drogue dans les quartiers de Los Angeles, dans plusieurs quartiers noirs, entre autres de Los Angeles. Il y a une chanson de Body Count qui était directement dans la thématique de la violence policière, c'était Cop Killer, qui a été, je sais pas celle-là que je vais mettre, là, parce que moi, celle que j'ai connue, c'est la chanson titre donc, du premier album de Body Count, qui s'appelle Body Count, simplement. Ice-T, personnage flamboyant, et il faut quand même l'oublier, faut pas l'oublier. Puis ça, c'est pas directement lié au sujet de l'épisode, mais le rock est... En fait, plusieurs groupes de punk, de rock. En fait, le rock au complet, les pionniers, c'est les Noirs, c'est le blues, ça on le sait. Mais un groupe comme Body Count, entre autres, est celui qui a été le premier à fusionner rap et rock. Et dans le fond, s'il y a pas Body Count, il n'y a probablement pas Rage Against the Machine, il n'y a probablement pas tout ce mouvement Korn, tout ce mouvement qui est arrivé après, qui a mélangé la sensibilité hip-hop et metal. Alors Body Count, c'est vraiment des pionniers. Voilà. Alors j'avais envie de ramener cette chanson-là, Body Count, parce que la façon qu'elle est construite, elle est percutante. Et Ice-T racontait pourquoi il a appelé son groupe Body Count, c'est qu'à l'époque, quand il regardait les nouvelles, c'était toujours la fin des bulletins de nouvelles, c'était toujours on présentait une fusillade dans un quartier pauvre de Los Angeles. On disait qu'il y avait des jeunes qui avaient été tués, et tout de suite après, on passait au sport. On passait aux nouvelles du sport. Fait que lui disait, c'est ça, on est juste des Body Count. Alors c'est comme ça que le nom du groupe est né. Et voilà, alors c'est là-dessus qu'on se laisse pour cet avant-dernier épisode, parce qu'après ça, pour le dernier épisode, qui est déjà en ligne, que vous allez écouter, que vous devez écouter, on va aller complètement ailleurs. Alors on se retrouve dans quelques instants, d'une certaine façon. Voilà, mais avant, on va se claquer un bon vieux succès de 1992, Body Count, du groupe Body Count. Body count, body count, body count. Yeah, body motherfucker! Body count, 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 nigga! body count, 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 b
body check, body check, body check, body check, body check, body check.
the house. Body counts in 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 the house. Right about now, the motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, make some noise. Yeah, goddamn it. Come on. Come on. Body counts in the house. 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 Yeah. Come on. Yeah. Make some noise. BC. Body count, motherfucker. Body counts in the house. Body count.